Ça, c'est un excellent hamburger. C'est bon la goutte. Kept you waiting, huh? Si je devais me faire dessus dès que les parents gueulent, je ferais pas prof. If you want to be a hero, you need to have dreams. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Recos, le podcast fait par des potes, pour des potes, et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode 12, mon cher Jules. Quel plaisir. 12, et j'allais dire 13 en plus. Et ça aurait été le fait. On en a parlé juste avant, on a vraiment un problème de retenir le numéro des épisodes, c'est terrible. C'est l'esprit talentueux, on oublie les petits détails. Voilà. Esprit. Ça n'a aucune putain de logique, Oui, mais pourquoi pas. Ça aussi, c'est une phrase de mec talentueux. Pas du tout. Comment ça va, mon type ? Bah très très bien, mon cher Jules, très très bien. Heureux de te retrouver pour l'enregistrement de ce petit podcast du mois de mai. Hein, on reste sur notre... Ouais, du mois de mai, on rattrape, enfin en tout cas on tient nos engagements. Alors, à moitié, parce que c'est vrai que l'épisode précédent était censé sortir en avril et au final il est sorti début mai, il me semble. Ah ouais Non, il était censé sortir en fin mars et il est sorti en avril. Oui, du coup, voilà. Mais du coup, par rapport au retard, on est bien dans notre retard. Enfin, on est dans les temps par rapport à notre retard, quoi. Voilà. Disons qu'on prendra pas plus de retard que ça. Exactement. Et écoute, sans plus tarder, je te propose qu'on se lance direct, sans prendre de retard, justement, dans le thème de la journée. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, mon gars ? Aujourd'hui, on va parler gaming. J'ai pris la voix. Gaming. On va parler gaming, donc on va parler jeux vidéo et on va parler aussi surtout de jeux indépendants. Et ça, il faut le souligner. Et du coup, bon, je propose qu'on rentre un peu dans l'art du cochon. Ne tournons pas autour du pot. Mec, attends, tu sais que tu as eu cette expression-là ? Ouais, je crois que c'était au dernier épisode et je m'en remets toujours pas. Ça sort d'où le lard du cochon ? Tu l'as inventé sur le tas ou quoi ? Rentrer dans l'art, tu vois, ça existe vraiment comme expression. Rentrer dans l'art du cochon, oui. C'est mon petit ajout perso. Okay, c'est mon petit condiment en plus, quoi. La fameuse Timothée Touch. Exactement, ma petite marque de fabrique à moi. Ma spécialité. Mais donc oui, l'art du cochon, jeu indépendant. Donc, mon cher Jules, je te laisse dire le nom de l'œuvre sur laquelle nous allons disserter aujourd'hui. Yes, eh bien, on va parler de If on a Winter's Night for Travelers. Quel anglais parfait. Titre... Et merci, j'ai répété un petit peu avant le podcast. C'est pour ça que je t'ai laissé le dire, parce que moi, ça aurait été catastrophique. Ou en français, si par une nuit d'hiver, 4 voyageurs. C'est poétique. Pour les non-anglophones. Comment est-ce qu'on peut présenter le jeu brièvement, mon cher Tim ? On peut dire... avant même d'aborder le synopsis. Hein, bien sûr, juste globalement. Le contexte. Ouais. C'est un jeu qui a été créé par deux personnes, donc Laura Hunt et Thomas Moring, j'ai noté leur nom pour pas les oublier, et qui composent à eux deux le studio Dead Idle Games. Et donc c'est un petit studio, comme je l'ai dit, de jeux indépendants. Et ce qui est assez incroyable, c'est que effectivement, ils ont fait ce jeu à deux et à main, artisanalement, de leurs propres mains. Donc juste à deux. Et donc le jeu est sorti le 21 septembre 2021. Et donc ce qu'on peut dire par rapport à ce jeu, c'est que c'est un point and click, et qui est aussi un jeu narratif, voilà. Et dont c'est quoi un point and click pour les gens qui jouent pas forcément ? Pour les non-initiés, un point and click, c'est un type de jeu qui faisait très fureur à l'ancienne, c'est-à-dire dans les années 80-90, qui maintenant ne connaît pas le même engouement, parce que en fait, cela s'explique par le gameplay que constitue ce jeu. En gros, c'est un jeu sur lequel on est sur un écran composé de plusieurs tableaux fixes, où on va cliquer sur l'écran pour faire avancer son personnage, etc. Ou sur divers objets pour les observer, pour avoir des indications sur ces objets, et aussi pour notamment résoudre des petites énigmes qui vont faire obstacle aux joueurs tout au long de l'aventure. Donc c'est vraiment un jeu qui est
qui a un rythme entre guillemets lent en fait, et c'est pour ça que par rapport notre génération de jeux actuels, c'est vrai que c'est un jeu qui a un genre qui est un peu tombé en déliquescence, dans le sens où c'est pas il n'y a pas de grosses explosions, c'est pas un jeu à la troisième personne, c'est un jeu vu du dessus aussi, souvent, faut le préciser, vu du côté. Les graphismes sont pas forcément beaux, c'est aussi. Et du coup, c'est pas un jeu en fait qui attire de base le point and click. Voilà. Disons qu'effectivement, c'est un genre qui est souvent assez éloigné des grosses productions AAA parce que ça demande moins de ressources, il y a moins d'effets spéciaux, etc. Et donc, c'est souvent un genre qui est beaucoup utilisé par justement les studios indépendants parce que ça demande quand même moins de ressources humaines, on va dire, pour développer des jeux comme ça. Moins de ressources humaines et de budget aussi. Ça permet en fait à des petits développeurs, qui soient à deux ou tout seuls, de faire des jeux d'une certaine qualité, ou du moins de proposer quelque chose d'assez innovant. Et aussi, faut le préciser, c'est un jeu en termes de la direction artistique qui est en pixel art. Pixel art, c'est... on peut le décrire, ouais, c'est un peu une imitation du rétro gaming, donc une imitation des jeux pixelisés 8 bits de l'époque, voilà. Mais version moderne, quand même, réactualisée. Après, pour le coup, je pense que le pixel art, c'est peut-être... Enfin, c'est mon avis personnel, mais c'est devenu assez connu ces dernières années pour pas avoir besoin forcément de l'expliquer. Enfin, en tout cas, je fais confiance à nos auditeurs pour avoir c'est sûr. Cet élément de culture vidéologique. Après, par contre, ce qu'on peut préciser, c'est qu'en fait, t'as aussi, là, pareil, comme le point and click, t'as beaucoup de jeux indépendants qui ont fait tabac et qui sont connus pour justement leur direction artistique en pixel art. Par exemple, Undertale, t'as Terraria, des jeux comme ça. C'est souvent des jeux qui prennent cette direction-là parce qu'effectivement, ça nécessite moins de ressources en termes de moteur graphique et ça permet de créer des choses assez innovantes pour moindre coût, quoi. Voilà. Donc voilà, je pense. Écoute, très bon résumé. On peut également préciser que le jeu a pris 2 ans à être développé et que c'est un jeu extrêmement court. C'est aussi, je trouve, une de ses forces, on va y revenir, mais le jeu il peut être bouclé en 2-3 heures. C'est en tout cas assez intéressant de... Disons que c'est un jeu qui a une dimension assez rare dans cette industrie parce qu'il a été développé par une équipe microscopique et il se fait extrêmement rapidement, là où on va plutôt avoir tendance dans les standards de l'industrie aujourd'hui à rallonger le plus possible les expériences. C'est un jeu assez unique. C'est un jeu assez unique et encore plus unique parce qu'il faut le préciser et dire qu'il est entièrement gratuit en fait. Et ça... Et oui, c'est vrai, c'est peut-être la feature la plus unique qu'on a oublié de préciser, tu veux bien le mentionner. C'est qu'il est gratuit le bail, parce que là où beaucoup de jeux indépendants quand même se rémunèrent un peu quand même, ce qui est normal, Undertale par exemple est à 12 € ou 10 € sur Steam, un truc comme ça, là le jeu est entièrement gratuit, c'est une expérience où vous n'aurez pas à débourser un rond et c'est assez impressionnant quoi. C'est vrai, les développeurs ont fait le choix tout simplement de l'offrir aux joueurs en fait. Et c'est probablement aussi ce qui a constitué une de ses forces parce que c'est un jeu qui a réussi à se glisser peu à peu dans le calendrier de cette sortie, des sorties de cette année 2021 à travers le bouche à oreille des internautes essentiellement. Et si bien d'ailleurs que je sais pas si t'as regardé un petit peu avant d'enregistrer, mais c'est quand même allé jusqu'à, il y a un article dans Libération et il y a une petite chronique aussi qui en a parlé sur France Inter. J'ai vu ça et en fait il a quand même fait son trou ce jeu au final. Il a fait son petit buzz. Même j'ai vu, t'avais des youtubeurs gaming à l'image de Monsieur Plouf, des trucs comme ça qui sont quand même assez connus dans le genre, enfin dans le média. Qui en ont parlé, tu vois, donc ce jeu en fait, et c'est ça qui est, tu dis 2021, c'est ça qui est assez intéressant parce que en fin d'année 2021 justement, ou même en fin d'année tout court, c'est notamment l'agenda des grosses sorties du AAA. À titre d'exemple, je crois qu'en 2021, t'as eu en décembre, t'as Cyberpunk qui est sorti, 2077, en septembre 2021, je crois aussi dans mes souvenirs, c'était en 2020, mais t'as vu Red Dead 2 en 2020, mais c'était en 2020, pardon. Mais en tout cas, il est sorti quand même à une date, en septembre, notamment période de Noël, où effectivement on aurait tendance à dire qu'il aurait pu passer totalement inaperçu ce petit jeu au final. Mais il a fait son trou.
Mais est-ce que tu es sûr de la date de sortie de septembre? Parce que moi, il me semblait que c'était plutôt genre en mars 2021. Ah ouais? Moi, j'avais compris septembre, ouais. Ouais, et je suis en train de vérifier et je vois 10 mars Peut-être que je me gourre, hein. 2021 là. Parce que en fait, moi, je crois que j'y ai joué justement pendant l'été 2021, donc ça pouvait pas être possible s'il était sorti en septembre. Ah ouais, bah attends, petit bug, vérifions. Ah non, mais attends mec, c'est pour ça que je bug. Parce que en fait, oui, 21 septembre 2021, c'est sa sortie sur Steam. Mais peut-être qu'il est sorti avant, le truc. Ouais, c'est ça. Ouais, il est sorti avant sur une plateforme indépendante avant de sortir sur Steam. My bad, je me suis totalement gouré. Donc enlevez toute mon analyse. Oh, on a failli laisser passer une fake news dans ce podcast, mec. Ouais, ça aurait été terrible. Mais heureusement qu'on fait check nos sources de... Danger. Danger. J'ai failli. Mars 2021, veuillez m'excuser. Du coup, mon analyse précédente ne vaut pas un clou. Voilà. Voilà. C'est vrai que t'avais élaboré tout un truc. Mais du coup, ça veut plus rien dire. Comme quoi, on aura juste eu une petite exposition de tes talents de blablateur sur ce piste. Exactement. Bah là, on peut le dire. Hein. On peut vous dire ferme ta bouche hein, dans ces conditions. Voilà, on peut se l'avouer. Bref. Et alors, je sais pas si on a des auditeurs qui sont très férus de littérature, mais le titre est une... Est-ce que tu le sais d'ailleurs, le titre est une référence à une œuvre littéraire? Si je me trompe pas, bah, j'ai vu ça en faisant des recherches. C'est If on Winter Night, One Traveler, c'est ça? D'un auteur italien. Mais après. D'un auteur italien. Et alors, j'ai pas lu le bouquin. Je l'ai chopé quelque part en EPUB là, pour essayer de le lire à l'occasion. Mais d'après ce que je sais, c'est un livre italien qui est pas du tout connu chez nous, quasiment pas, à part un peu dans les cercles littéraires, mais qui est apparemment relativement connu aux États-Unis et en Grande-Bretagne. D'accord. Et en fait, c'est une nouvelle qui est sortie en 79 et d'après ce que j'ai compris, encore une fois, je l'ai pas lu, mais c'est un petit peu une espèce d'exercice de style qui met en scène le lecteur et donc nous, la personne qui lit, quoi, et qui met, enfin. Ça développe un petit peu une réflexion sur la relation entre le lecteur et le récit, et en même temps, ça mélange pas mal de styles littéraires. Ça a l'air assez perché comme œuvre, et c'est assez difficile à résumer. Enfin, les quelques commentaires de gens qui l'ont lu, les gens disent beaucoup les émotions qu'ils ont ressenties en lisant le livre, mais il n'y a pas grand monde qui arrive vraiment à le résumer, parce que ça a l'air d'être une espèce de gros fourre-tout. Ok. Et d'après ce que j'ai pu voir aussi, il n'y a pas forcément de rapport direct entre l'œuvre littéraire et le jeu vidéo, ou alors il y a peut-être un sens caché ou quelque chose, Mais je ne sais pas. Vraiment une inspiration peut-être, une vague inspiration indirecte peut-être. Ouais. Mais c'est vrai qu'en lisant un petit peu des éléments sur le livre, j'ai pas trouvé de rapport immédiat en tout cas avec Four Travelers. D'accord. Bah, en tout cas, ça a donné une annonce très stylée au jeu. Effectivement. C'est ce qu'on peut dire, quoi. Mais sinon... C'est vrai que le nom est assez mystérieux et assez intriguant. Ouais. Il marche bien le nom de ce jeu, il marche bien. Non mais oui, et c'est vrai que à côté de ça, c'est vrai que aussi il faut préciser que j'ai vu que ça en checkant, j'ai vu que les deux auteurs, enfin les deux producteurs de ce jeu sont très actifs sur Twitter en fait. Donc j'ai réactivé mon compte Twitter à l'occasion pour l'occasion. Et j'ai vu qu'en fait, ils font de la pub pour leur jeu, etc. Ils le vendent. Mais en fait, ils se veulent très. Là, par exemple, ils sont hyper actifs parce ils ont fait des posts il n'y a pas si longtemps que ça en mai. Et en fait, c'est très sympa parce que en fait, ils répondent à toutes les questions, enfin, souvent à toutes les questions des personnes qui ont joué à leur jeu ou pas. Et du coup, sur les conditions de développement ou même des petites questions en mode sur quelle inspiration, sur quel détail, de quoi vous êtes inspiré et tout. Et du coup, ils sont très très actifs. Et c'est comme ça qu'apparemment aussi, ils ont réussi, je ne vais pas dire à médiatiser leur jeu, mais à se créer une petite communauté un peu de fidèles, tu vois, qui donc je trouve ça très sympa d'ailleurs, les développeurs de jeux qui ça existe aussi dans le AAA. T'as des développeurs qui sont très souvent sur Twitter et qui parlent de leur méthode de fabrique et tout, et de leur ligne artistique, mais je trouve ça très très cool en fait, donc suivez-les en fait, je trouve c'est vraiment bien, je trouve que c'est intéressant en fait. Et du coup, c'est le Twitter de leur studio ou c'est leur Twitter chacun séparé l'un et l'autre C'est le Twitter de leur studio. Donc le studio Dead Idle Games. Et voilà. Et ils font plein de petits posts sympathiques sur le jeu qu'ils sont en train de produire notamment actuellement, parce qu'apparemment ils sont en train d'en faire un nouveau. Sur d'autres jeux, ils retweetent des jeux indépendants, etc. De personnes qu'ils connaissent. Du coup, c'est pas mal, je trouve...
d'entrer par cette Il y a porte-là. une proximité avec le public et Ouais, bah, c'est sûr que ouais, c'est toujours mieux d'être gentil. c'est voilà. En résumé, c'est bien d'être gentil. On est encore avec tes morales béni oui oui là. Ouais, c'est vrai. Alors que putain, le monde il fonctionne pas comme ça, merde. Bon, je pense qu'on a beaucoup brodé autour de l'œuvre. Mm-mm. Est-ce qu'on se lance, mon gars, dans l'explication du synopsis ou plutôt des synopsis? Des synopsis. Justement, petite question. Parce que, ouais, c'est vrai que, avant d'aborder, effectivement, de rentrer dans le fond en parlant des synopsis ou du synopsis, c'est vrai que là, pour ce jeu, bon, en vrai, petit spoil, je vais vous dire mon avis, là, tout de suite. Pour les auditeurs qui nous écoutent, juste jouez-y. Enfin, vraiment, un conseil, juste jouez-y. Et parce que je pense que, bon, sans dire que le spoil, c'est même pas ça l'important, c'est pas le spoil en fait, c'est juste que plus vous allez entendre des choses sur ce jeu, plus j'ai peur qu'en fait votre expérience va être un peu amoindrie. Enfin, en gros, n'écoutez pas le podcast, quoi, j'allais dire. Meilleure manière de vendre notre podcast. C'était horrible. Mais par contre, meilleure manière de vendre le jeu, et c'est le but. C'est vrai. Je sais pas si On t'es fait d'accord passer avec moi. les intérêts de l'œuvre avant les nôtres. Exactement. Non, mais si, totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au dernier épisode, j'en ai dit le moins possible sur le contenu du jeu. Vaut mieux y aller de but en blanc sans rien connaître. L'expérience n'en sera que meilleure. Et puis l'écoute de notre podcast après avoir joué au jeu, évidemment, en sortira également grandi. C'est ça. Bah, c'est pour ça qu'en fait, finalement, ce podcast, je le conseille Et plus. on arrête. On arrête, voilà. C'est fini. Envoyez le générique. Le jeu est très bon. Salut. Tu pourras faire un montage avec la blague, genre avec le générique qui commence. Je le ferai. Merci, j'adore cette blague. Oh, c'était pas si compliqué finalement cet épisode. Limite, je me dis, on pourrait le diffuser en épisode troll, tu vois. Ah bah voilà. Ah, c'est bizarre, il dure que 10 minutes celui-là. Ah mais... Voilà, on a lu la fiche Wikipédia du jeu et allez, sinon, plus rien. Non, mais bon, par contre, en vrai, c'est vrai que, ce jeu, sans rentrer dans les points positifs, mais ce jeu, c'est ressenti, c'est une ambiance et ça fait partie, tu sais, des jeux comme Doki Doki, Undertale. En fait, Doki Doki, par exemple, j'en avais trop parlé. Et ça a amenuisé, et ça je m'en veux, ça a amenuisé ton expérience de jeu, et ça ce jeu en fait partie. C'est vrai. Du coup... Ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec toi, ouais, c'est vrai. Plus tu en entends, moins tu vas être... Enfin, ouais, c'est l'une des rares œuvres pour laquelle je considère également aussi que là, le spoil est potentiellement fatal. Ouais. Donc, auditeur Zaguerri, avancez à vos risques et périls. Écoute, ce que je te propose dans ce cas-là on explique d'abord le synopsis général. Ouais. Et ensuite, on va rentrer dans chacune des histoires un peu plus précisément. Et là, ça commencera à être notre partie plus positif, spoil, etc. Ouais. Bah, si on doit rester général, tu veux que j'y aille ou... Allez, je t'en prie, mon gars. Eh bien, en fait, cela commence dans un train en 1929, situé en Asie centrale. C'est l'ouverture. Et on se retrouve dans une soirée un peu mystérieuse où les gens portent différents masques assez étranges. Et en fait, on va se retrouver donc dans ce train en compagnie de plusieurs personnes au passé un peu trouble. Chaque personne ne sait pas trop comment elle est arrivée là. Et ils vont rencontrer un personnage qui porte une sorte de tête de mort. Et ils vont chacun se confier à lui. Et lui raconter un peu son histoire et ce faisant rassembler en fait les différents souvenirs qu'ils ont d'avant leur arrivée dans ce train. Voilà. Ouais, c'est parfaitement résumé. J'ajouterais juste un petit détail pour l'ambiance. Faut vraiment visualiser, parce que ça a été un de mes premiers coups de cœur avec le jeu, c'est ce train qui file dans la nuit en plein hiver dans l'Asie centrale. Avec le contraste avec la neige et la tempête autour et juste les vitres du train qui sont éclairées par une lumière orange de l'intérieur.
Déjà, dès les premières secondes du jeu, on est dans une vraie ambiance, quoi. C'est sûr. En plus, le train, il a un design, ça fait penser à l'Orient. Enfin, ça fait penser, et même c'est totalement voulu. C'est l'Orient Ouais. Express. C'est l'Orient Express. Et c'est une ambiance lugubre avec la musique. On en reparlera de la musique après. Mais la musique qui accompagne superbement cette soirée un peu guindée, mais qui à la fois qui est pleine de mystères et d'énigmes. Enfin, c'est. Tu sens le truc. Tu sens qu'il y a une petite patte là. Tu sens que tu touches à un petit truc là. Que t'es directement plongé. Que la DA est au rendez-vous. La DA est au rendez-vous. Écoute, donc voilà, je pense qu'on peut arrêter là la partie sans spoil et qu'à partir de maintenant, on va commencer à rentrer un petit peu dans les récits et à développer notre. D'abord, avant ça, je pense notre avis qu'on sur le peut jeu. dire comment on l'a découvert. Alors, C'est vrai. moi, c'est très simple, c'est merci Jules. Ça... Mais ça va aller aussi assez vite parce que, en fait, du coup, le jeu est sorti pendant le Covid et j'étais juste sur mon ordi tout simplement et en fait, je me souviens même plus exactement comment je l'ai découvert, mais j'ai dû voir passer le menu du jeu, tu vois, le menu principal avec le train et les 4 masques, ou alors peut-être l'image du train qui défile dans la nuit. Et ça m'a séduit parce que déjà depuis FF6, j'adore tous les jeux vidéo où il y a un train, où il y a un passage dans un train. Ah, mais je comprends. Hein. Le train fantôme de FF6. Merde. Ouais. Et justement, ça m'a fait penser à ça et je me suis dit, putain, en plus, comme c'est du pixel art, l'ambiance a l'air sympa, etc. Ça m'a intrigué. J'ai tapé le nom du jeu. Je suis tombé sur la page. Du coup, c'était pas encore sur Steam alors, vu que c'était à l'été 2021 et que c'est sorti en septembre sur Steam. Je suis tombé sur la page d'un site où c'est plein de jeux indépendants. Et je vois en plus, bam, téléchargement gratuit. Un court résumé du jeu, je le lis même pas en fait. Vraiment, bam, je clique et je me lance dedans une nuit d'été comme ça. C'était pas une nuit d'hiver pour le coup. Et j'ai été envoûté quoi. J'ai fini le jeu, j'étais en mode waouh, ok. L'explosion. Le tram est littéralement passé dessus quoi. Et ça se comprend. Ça se comprend. Et du coup, depuis, c'est vrai que je le recommande un peu à droite à gauche à tous les gens dont je sais qu'ils ont un PC. Surtout qu'à l'époque, je l'avais fait sur mon Mac, mon vieux Mac, et donc il n'y a absolument pas besoin d'avoir une grosse configuration ou un PC qui déchire tout. Vous pouvez jouer dessus. C'est aussi l'avantage des point and click, hein, c'est que vous pouvez jouer dessus avec n'importe quel ordinateur, vraiment. Même un ordi de bureau, en fait, un petit ordi de travail, je pense qu'il tournera le truc. Ouais. Du coup, ouais. Je pense aussi, ouais. Bon, bah, je pense que là, déjà, rien qu'à ta réaction, on peut dire qu'on aura des petites choses positives à dire sur ce jeu. Bah, je propose qu'on fasse la transition justement vers la partie un peu, la spoil, point positif et explication. Yes, et allons-y. Donc, amis auditeurs, à partir de maintenant, on va rentrer dans le spoil. Donc, arrêtez d'écouter. Et là, on s'en fiche, on spoilera sec. Ça, on est un peu obligé. Je t'en prie, mon team. Je te laisse lancer et nous expliquer un petit peu ce qui va composer ce récit. Ah bien, en fait, alors, comme je disais, donc c'est plusieurs personnages qui sont réunis dans un train avec autour d'une fameuse figure qui porte une tête de mort et qui vont lui expliquer un peu... Enfin, un masque de tête de mort. Un masque de tête de mort, ouais. Ils vont lui expliquer un peu pourquoi, comment ils sont arrivés là, tout en rassemblant leurs souvenirs. Et en fait, à préciser que c'est 3 personnes. Ce sont 3 personnes. Et en fait, chaque personne a une histoire particulière qui est totalement dissociée. Toutes les histoires sont totalement dissociées. C'est chacun une histoire unique qui vont nous amener dans des lieux différents. Mais en fait, ils ont quand même le thème commun où on va dire que sans trop en dire là, c'est que la finalité est un peu funeste pour chacune des histoires et un peu macabre, je dirais. Mais voilà, c'est 3 histoires séparées et donc chaque personnage successivement va raconter sa petite histoire, etc. à bord de ce train. Et bien sûr, à chaque fois qu'il va raconter cette histoire, sinon ce serait pas si intéressant que ça, on va se retrouver au plein cœur de ses souvenirs et donc on va vivre l'histoire avec nos propres yeux, quoi. Voilà. Est-ce que tu as envie qu'on détaille un petit peu le contenu de chaque histoire ou pas ? On peut. De toute façon, quand on va après en parler, quand on va parler des points positifs, on va forcément parler du monde et voilà. Si ça te dit, on en détaille une chacun ? Vas-y, je t'en prie.
pour la première. Vas-y. Alors la première, elle s'appelle The Silent Room. Et en fait, on est dans une chambre d'hôtel luxueuse à Rome. Et on suit Carlo, qui attend l'arrivée de son amant, qui s'appelle Patrick. Et en fait, on est... Parce que toutes les histoires, du coup, se passent durant les années 20. Et en fait, en même temps, il y a la montée du fascisme qui a lieu dans l'Italie des années 20. Et Carlo est un petit peu à la fois dans l'anxiété de retrouver son amant. Mais il y a justement voilà, le contexte fasciste qui va venir mettre comment on dit, de l'huile dans le moteur. De l'huile dans le de l'eau dans l'huile, de l'huile sur l'eau, de l'huile sur le feu. Ouais, de l'huile sur le feu, ouais, c'est ça. Enfin voilà, qui va venir compliquer leur rencontre, on va dire. Donc ça, c'est pour le premier tableau. Moi, j'aime bien parler de cette œuvre en disant c'est 4 tableaux, en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment 4 tableaux, ouais. Qui se complètent, mais... Enfin, qui se complètent. Qui nous donnent des billes pour compléter l'histoire, mais qui suivent le truc. Ouais. Est-ce que je vais plus loin ? Non, on peut sans en dire plus. On s'arrête là et on va développer au fur et à mesure. Ouais, ok. Ouais. Je te laisse pour la deuxième alors. Alors la deuxième œuvre, je viens de checker le nom parce que moi et l'anglais ça fait 4. Et du coup, et en plus non, je me souvenais pas du nom surtout. C'est The Slow Vanishing of Lady Winterbourne. Et donc là, ça raconte l'histoire alors d'ailleurs, oui, c'est vrai, excuse-moi gros, je te coupe, on Ouais. pourrait traduire aussi les titres si on a des gens qui ne parlent pas oui. anglais. Bon, The Silent Room, c'est plutôt explicite, mais... Bon, The Slow Vanishing, ouais, la lente... Ouais, on pourrait... si on le traduit littéralement, c'est la lente disparition de Madame Winterbourne. Mais bon, on pourrait peut-être plus le traduire aussi dans la lente agonie de Madame Winterbourne, ce qui me semble plus approprié, et moins littéral, mais quand même plus approprié au vu du thème, du du contexte, ouais. Et en gros, cette histoire raconte l'histoire donc de Lady Winterbourne, qui est dans un grand manoir et un peu lugubre et qui se réveille apparemment dans une pièce assez sombre, dans une ambiance un peu pesante parce qu'il pleut dehors et on ne sait pas trop où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais en tout cas, ce qu'on sait très rapidement, c'est qu'elle attend son mari. Elle attend son mari qui est censé revenir du travail dans sa belle voiture, et elle l'attend. Et donc toute la scène se passe dans un manoir un peu décrépit, mais qui va changer en fonction justement de l'état de cette dame, parce que on va vite comprendre. Un peu décrépit, je dirais même qu'il a l'air complètement abandonné, le manoir. Il y a des draps posés sur tous les objets, tout est recouvert, et c'est tout sombre, il n'y a pas de lumière. Ouais, totalement, oui, c'est vrai, totalement abandonné et lugubre. Et en fait, voilà, on va vite comprendre que cette dame qu'on va suivre qui attend son mari a des légers problèmes psychiatriques, et que en fait, sans en dire trop, que sa vision et sa perception des choses va évoluer au fil de ce chapitre en fonction de son état mental. Voilà. Très bien, très bon résumé. C'est dur de pas spoiler celui-là parce qu'il est. C'est vrai que celui-là. Ouais. Il est tricky. Hein. Ouais. Alors la troisième histoire, c'est The Nameless Ritual, donc le rituel sans nom. Et en fait, on va suivre là pour le coup le docteur Jordan Samuels, qui est un médecin, un chirurgien noir aux États-Unis. Et en fait, il se fait moquer par ses pairs à cause de sa couleur de peau. Les gens ne le reconnaissent pas à sa juste valeur, le traitent de voleur, de vaurien, etc. Et donc, il va se décider à avoir recours aux sciences occultes, pour reprendre en main sa vie, on va dire. Et donc, il va performer un rituel qui va l'emmener dans les tréfonds de son passé. Très loin. Et de sa conscience. Sa conscience, ouais. Ça va l'emmener très loin. Aussi dur à résumer. Très très dur à résumer, ouais. Celui-là, en particulier, en plus, on en reparlera, mais c'est le plus cryptique des trois en plus. Ouais, totalement. Et le dernier qui est A Night Traveler, c'est ça ? Enfin non, c'est If on a Winter Night, If on a Winter Night, qui est un peu la conclusion de ces histoires combinées et on retourne là dans ce fameux train
où sont donc situés les 3 personnages qui ont fini de raconter leur histoire à la personne à la tête de mort. Et en fait, la personne à la tête de mort va ensuite se déplacer dans le train et rencontrer un autre mystérieux protagoniste. Et ils vont avoir une discussion qui va donner des billes de réponse, je dis bien des billes de réponse, sur ce qui se passe actuellement dans ce train, qui est censé être en Asie centrale. Voilà. Voilà. Voilà, et bah. On a dit qu'on rentrait dans la partie spoil, mais on se montre quand même un petit peu timide parce que je pense que les spoils vont venir graduellement. Ouais, très très vite, quand on va parler des points positifs, en fait. Donc, Ouais. Mm, mm. Mais c'est vrai que, voilà, si on résume chacun des 4 tableaux le plus succinctement possible, ça donne à peu près ça, ouais. Bon, maintenant, on peut passer dans les points positifs maintenant, dans les gros. On y va, mon gars. Mais déjà, je suis content de savoir que le jeu t'a plu, tu vois, parce que c'était aussi un petit peu la donnée interrogative pour moi. Je savais pas si t'allais kiffer ou pas. Ah, le jeu m'a bien plu. Le jeu m'a bien plu et on aura encore quelques minutes pour pouvoir bien en parler. Mais ouais, le jeu est ouf. Le jeu est ouf. Et je peux faire la transition comme ça pour déjà une raison. Pour moi, première raison, le monde. Enfin, le monde est étrange. C'est pas forcément une qualité en elle-même, mais c'est pour moi, là, pour le coup, dans le jeu, ça l'est. C'est vraiment, le monde est étrange. Et en fait, et ça, c'est ça qui convient extrêmement bien avec le genre qui est le point and click. Le point and click qui, je le rappelle, est un genre de jeu qui va laisser place souvent à des énigmes, à de la recherche, à des enquêtes. C'est que le monde est étrange, le monde est parsemé de mystères, chaque personnage a un passé embrumé, on ne sait pas trop pourquoi il est là au début, on ne sait pas trop comment ça va se finir. Et en fait, c'est que le jeu invite à l'exploration, invite à la réflexion, entre guillemets, dans le sens découverte, enquête. Et en fait, ça convient extrêmement bien avec le point and click, c'est que en fait, tu vas être amené à essayer de cliquer un peu partout pour voir ce que ça fait, pour comprendre ce qui se passe autour de ces persos, quels sont les tenants aboutissants, comment tout ça va s'emboîter, comment tous les éléments vont se mettre en place et nous donner une conclusion qu'on peut comprendre. Enfin, voilà. J'ai adoré ça. Ce côté. C'est vrai que, ouais, il y a un côté mystérieux et fantastique, en fait, qui te. Ouais, comme tu dis, qui te pousse à aller cliquer un peu à droite, à gauche pour voir ce qui se passe dans ton environnement, en fait, quoi. C'est ça, totalement. Ouais. Totalement. Et en plus, et après il y a le côté en fait comme tu dis fantastique, genre la frontière en fait c'est vraiment surtout les 3 premiers tableaux c'est vraiment enfin même non, l'entièreté de l'œuvre en fait c'est vraiment fantastique dans le sens où la frontière entre la réalité et la fiction elle est très très compliquée à percevoir quoi. Et c'est vraiment un voyage très psychédélique qu'on a parfois. Ouais. Et alors, moi, pour le coup, c'est l'un des premiers points positifs que j'ai vraiment envie d'aborder. Est-ce que tu as lu ou pas, du coup, l'artbook que je t'ai envoyé Je l'ai lu, je l'ai feuilleté. Je l'ai lu un peu en diagonale, mais je l'ai lu. Ouais. Alors, en fait, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est un truc que je ressentais, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus avant d'avoir pu consulter l'artbook. C'est qu'en fait, c'est un jeu vidéo, mais dans lequel il y a un côté ultra littéraire, en fait. Et je l'ai compris grâce à l'artbook parce que dans l'artbook il y a beaucoup de phrases issues de bouquins de philosophie ou de poésie ou de nouvelles et même il y a une phrase du gars qui a fait Watchmen et V pour Vendetta qui est un auteur de BD. J'ai oublié comment il le nom. s'appelle Miller. Attends, on va le retrouver quand Non. même. Non, c'est pas Miller. Comment il s'appelle David Lloyd et Alan Moore. Voilà, c'est Alan Moore, c'est ça. Alan Moore, ok. Donc, scénario. Ouais. Donc en fait, tu sens qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration littéraire différentes qui ont servi à construire l'œuvre. Et je dirais que pour moi, la plus pas pertinente, mais la plus évidente, ce serait Edgar Allan Poe. Enfin, les récits fantastiques à la Edgar Allan Poe ou comme le Horla de Maupassant. Parce qu'on a vraiment ce truc-là, en fait, de dualité entre ce qui est du rêve et ce qui est de la réalité. Et on suit à chaque fois des personnages qui sombrent dans une forme de délire ou de folie. Et donc, voilà, on va jouer sur notre perception aussi à nous de ce qui va être du rêve ou de la réalité. Je suis assez d'accord qu'on peut même totalement que l'aspiration principale de Edgar Allan Poe,
où vraiment ces nouvelles, ces histoires, comme tu le dis, se frisent est totalement dans le genre fantastique et il joue sur cette barrière entre, enfin pas cette barrière mais La limite. cette limite entre rêve et réalité. Et ça, tu vois, genre, en vrai, et là on peut voir aussi une autre inspiration. Tu as dit Edgar Allan Poe, mais il y a aussi, je trouve, quelqu'un d'ailleurs, qui s'est largement aussi inspiré des travaux de Edgar Allan Poe, c'est Lovecraft. C'est Lovecraft. Hein, Et alors, je voulais, parce que on Ouais. allait carrément arriver à un moment sur Lovecraft, je voulais Ouais. savoir, est-ce que tu as déjà lu du Lovecraft? Parce que j'ai jamais lu Lovecraft, et je sens aussi que c'est rattaché à son œuvre, mais je saurais pas dire comment. J'ai lu une histoire de Lovecraft, c'était il y a 5-6 ans. C'était effectivement avec l'un de ses plus connus, c'est avec Cthulhu, etc. Et ça, en fait, c'est vrai que dans ce livre, alors j'en ai lu qu'une, du coup je suis pas un expert de Lovecraft, et du coup je ne pourrais pas en parler 1000 ans. Mais c'est vrai que dans ce livre, en fait, déjà tu ressens que voilà, il y a tout un aspect par rapport au divin, par rapport à l'extraterrestre aussi, parce que Lovecraft, c'est beaucoup d'extraterrestres qui influencent l'humanité aussi. Mais plus que, on va dire, le lore Lovecraftien, parce qu'il y a vraiment des trucs récurrents, la religion, le contrôle, l'humanité en désespoir, le fatalisme et le côté extraterrestre. En fait, plus que ça, ce que tu vois dans le bouquin, enfin dans le bouquin que j'ai lu, et apparemment les autres œuvres que malheureusement je n'ai pas lues, c'est vraiment en fait le côté ambiance crasseuse, en fait. Fantastique, mais beaucoup plus que crasseuse et horreur que Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, c'est fantastique, tu vois, enfin vraiment plus fantastique. Lovecraft, le livre que j'ai lu, c'est clairement de l'horreur. C'est clairement de l'horreur et organique, tu vois. Typiquement, c'est pour ça qu'on a ceci maintenant, quand on dit une œuvre Lovecraftienne et tout, des ambiances poisseuses, où il y a beaucoup d'humidité, dans des villages sombres, etc. Ça se peut situer dans les années 20, mais autant ça peut se situer dans les années 20, mais autant dans les années 5, dans d'autres années, dans des époques plus anciennes et tout. L'important, c'est qu'il y ait vraiment ce côté crasseux, lugubre, mystique, à la limite et même mythique, parce qu'à la limite du mythe, donc avec l'histoire des extraterrestres, mais aussi des bêtes un peu étranges, monstrueuses, etc. Et t'as tout ce côté un peu, en fait, je trouve que c'est très sous-marin, en fait, très sous-marin, Lovecraft, tu vois, t'as vraiment ce côté, ce rapport à l'eau et tout, qui est très présent. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu vois quand on parle d'œuvres ambiance Lovecraftienne, tu vois une image de, par exemple, de port de pêche, village de pêcheurs, dans une ambiance poisseuse où les gens sont malheureux, où il fait nuit tout le temps, il y a de la brume, et il y a des choses cheloues qui se passent. Ça, vraiment, voilà. Et dans le livre que j'ai lu, effectivement, c'est vraiment cet ADN-là. Donc, je me fais pas le porte-parole de l'ensemble des œuvres de Lovecraft, parce que je les ai pas toutes lues, mais en tout cas, je peux voir ce qu'on appelle maintenant ambiance Lovecraft. Voilà. Ouais. D'accord, ouais. Et ça, en fait, typiquement, ça se ressent là dans l'œuvre, dans le jeu qu'on est en train de parler. Ça se ressent pertinemment. Alors, peut-être un peu moins dans les 2 premiers chapitres, mais surtout dans la troisième. Dans le troisième, alors là. Ouais, le troisième chapitre, c'est peut-être le plus proche de l'image que je me fais de Lovecraft aussi, Ouais. effectivement. On est pleinement Là où les 2 premiers, surtout le deuxième, sont plus à rapprocher de Edgar Allan Poe ou Maupassant. Maupassant. Sur le côté fantastique. Mais Totalement. bon, après, voilà, tout ça, c'est pas des lignes très figées, c'est un petit peu entremêlé, en fait, donc c'est difficile de tracer des frontières bien précises. J'avoue qu'en plus, vu que je pense que c'est multiple, ça fait partie des multiples inspirations des créateurs, donc ils l'ont refait à leur sauce, mais on sent vraiment la marque, Ouais. effectivement. Ouais, on sent une marque. Et donc, du coup, en lien avec ça, je trouve qu'il y a vraiment en fait un talent dans le jeu appuyé par le choix des musiques et par le magnifique pixel art de Thomas Moring. Il y a un talent vraiment dans les changements d'ambiance en fait. Puisque chaque personnage va être pris entre du rêve et de la réalité. On va avoir parfois des changements un peu subtils, parfois des changements beaucoup plus évidents. Et je prends l'exemple de la toute première histoire, qui est... alors, il faut savoir que la première et la dernière histoire sont les 2 plus courtes. Et au milieu, on a les gros piliers avec Lady Winterborn et The Nameless Ritual, qui sont, elles, beaucoup plus longues. Mais en tout cas, dans la première histoire, qui est assez courte... tu vois, ce que je trouve génial, c'est qu'au début, donc, on est Carlo, on attend dans cette chambre d'hôtel à Rome, là. Il attend son amoureux, donc il essaye un petit peu de mettre de la musique, il n'y arrive pas. Enfin, il prépare un peu la chambre, il s'assure que tout soit en ordre. Et juste avant que Patrick arrive, il va dans la salle de bain pour se recoiffer. Et en fait,
tu vois, rien que cette salle de bain, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées via le décor et qui sont absolument géniales. Rien que la salle de bain, elle est absolument banale, mais elle est plongée dans une espèce d'obscurité un petit peu. Et les bruits de la ville que t'entendais jusque-là dans la chambre, ils sont atténués et t'entends le silence des gouttes qui tombent. Et rien que cette salle de bain, en fait, elle est lugubre et elle annonce que quelque chose de funeste risque d'arriver, en fait. Et ensuite, donc, il retourne une fois qu'il est prêt à retrouver son amant. Et en fait, il se trouve que les deux vont partir dans un conflit parce que son amant lui explique que il veut arrêter toute leur relation. Parce que, évidemment, c'est dans les années 20, et donc lui, il a une famille, il a une femme, etc. à côté. Et il explique à Carlo qu'il a suivi une thérapie pour se faire soigner. Et se débarrasser de son homosexualité, et que donc Carlo devrait faire pareil, etc. Et ce qui se passe, c'est que Carlo va péter un câble et il va frapper son amant Patrick, qui va heurter une table et mourir dans une mare de sang. Et à ce moment-là, on ne sait pas si on rentre dans le domaine du rêve ou de la réalité, mais du coup, Carlo va devenir un petit peu comme fou, il va retourner dans la salle de bain. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait, quand tu retournes dans la chambre pour aller dans la salle de bain, il y a un tableau qui est au-dessus du lit. Tu avais capté. Qui a totalement changé, ouais. Qui a totalement changé d'apparence. En gros, le tableau qui est au-dessus du lit, jusque-là, ça représentait un homme et une femme, je crois, qui se prennent dans les bras ou un truc comme ça. Et quand tu retournes dans la chambre, là, c'est un homme qui est en train de frapper une femme. Et la musique aussi, tout change. Et donc Carlo retourne dans la salle de bain, il se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, là je peux plus retourner en arrière. Et quand il ressort de la salle de bain, c'est là qu'il découvre un carton d'invitation pour ce bal costumé dans le train, et c'est là qu'il va se réveiller après dans le train. Dans le train, ouais. C'est vrai que là, en fait, je trouve que le chapitre 1, en fait, il annonce la couleur de ce que tu vas voir dans les deux prochains, en fait. Dans le sens où, vu que tu l'as dit, il est très court, enfin, il est plus court que les deux suivants. Et que, du coup, en fait, ça annonce déjà le fait qu'on joue pas à un jeu joyeux. Voilà. Et aussi, surtout, cette optique et cette. Je vais pas dire du gameplay, mais ce choix, en fait, de changement d'ambiance. En fait, ce qu'il nous dit, en fait, c'est vraiment une introduction pour nous dire vous avez vu ce que vous avez vu dans l'acte 1 pendant 5-6 minutes. 7 minutes, vous le verrez peut-être pendant une demi-heure, voire plus, dans les deux prochains actes. En fait, c'est vraiment une belle entrée en matière de ce que le jeu propose, en fait. Une très bonne entrée en matière, effectivement. Parce qu'en fait, et ça en plus, apprécier qu'en fait, c'est aussi l'histoire, en fait, qui est la plus simple, finalement, à comprendre dans le premier acte. Ça, mais je suis d'accord. Mais en fait, ce que tu dis, en fait, pour moi, ça rejoint un grand point positif que je résume à ça. C'est vraiment le souci du détail sur toutes ses formes. Tu parles du pixel art, et en vrai, c'est vrai que le pixel art est d'une qualité, mais assez ouf. Notamment en termes, déjà en lui-même, parce que c'est vraiment très joli, le jeu a vraiment une identité très jolie et propre à lui, mais aussi vraiment le côté des animations. Et les animations, ça va me permettre de faire la transition, notamment avec mon histoire préférée, personnellement, l'acte 2, avec Lady Winterburn. Je résume un peu l'acte 2 très rapidement. Vas-y, je t'en prie. Le contexte et après on en discute. Mais en gros, voilà. Comme je l'ai dit en introduction, la petite dame Winterburn, on sent très bien que son esprit divague un peu, quoi. Qui est française. Qui est française, c'est vrai qu'il est... Cocorico. Qui est française. Voilà. Et qui vient de Paris, est-ce que j'ai compris aussi voilà. Et qui a visité la ville d'Amiens, c'est le détail dont je me souviens, là, je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Et on peut aussi dire que du coup, en fait, son mari, elle a épousé donc ce riche anglais qui possède un manoir, etc. Mais au moment où elle l'épouse, on sait déjà que l'état financier de cette famille n'est pas très bon. Oui. Mais malgré tout, elle se dit je vais aller vivre dans son grand manoir à la campagne, et puis ça va me changer de la frénésie parisienne. Enfin, ça va être... disons qu'elle recule pas devant le truc, quoi. C'est ça, parce qu'en plus, elle vient d'une famille, on l'apprend, qui est assez aisée, parce qu'elle est héritière d'un empire financier dans le domaine du bijou, je ne sais plus quoi.
et que du coup elle lâche un peu cette vie, elle met cette vie-là derrière elle pour totalement rejoindre son mari. Et donc, à préciser que c'était même pas un mariage d'intérêt, mais vraiment un mariage d'amour, ce qui est très important. Et donc du coup, en fait, on suit cette dame où on se rend compte très vite que son état mental va pas très bien. Et pourquoi ? Parce que très vite, on voit qu'elle prend des médicaments. Et là, tout ce côté médicament, il va vraiment être le point d'orgue de ce chapitre. Parce que justement, en fait, elle veut prendre des médicaments. Donc je crois que le médicament, c'est à base d'opium. C'est du laudanum, ouais. Du laudanum, voilà. Du laudanum. Laudanum. Du laudanum. Oula. Expert médical. Laudanum. Première S. Du laudanum, donc je crois qu'il est à base d'opium, etc. Et du coup, en fait, elle est vraiment à la recherche de ce médicament pour se sentir mieux. Et ça qui est génial, c'est que toute une partie de l'histoire va se concentrer sur ça, sur cette quête du médicament dans ce manoir, entre guillemets, gigantesque, voilà, mais qui est pesant, voilà, qui est dans ce manoir abandonné. Et c'est ça, en fait, qui est ouf, c'est que, bon, gros spoil, mais dès qu'elle va prendre ce médicament, sa personne, sa perception des choses et le manoir en général va changer du tout au tout. C'est-à-dire qu'on part, quand elle est malade, quand elle se sent pas bien, on part d'une personne frêle, fragile, qui ne veut pas se regarder dans le miroir, le détail hyper important, mais oufissime, qui ne se souvient de rien, qui a des crises de perte de mémoire et tout, que... Il y a la pluie dehors, le manoir est délabré, abandonné. Et dès qu'elle va prendre ce médicament, là, on voit une femme forte, bien apprêtée, qui est jolie, qui est fière d'être jolie, qui a la conscience d'être jolie. Le manoir magnifique, avec des fleurs partout, avec une ambiance... une ambiance toujours mystérieuse, mais gaie, on va dire. Ouais, avec les oiseaux qui chantent dehors, le soleil. Le soleil, ouais. Et il y a tout le côté, et aussi, effectivement, il y a tous ces souvenirs qui reviennent, et ces souvenirs, que ce soit au niveau de ses capacités, c'est-à-dire que quand elle est en forme, elle peut jouer de la harpe, quand elle ne l'est pas, elle dit que ses doigts sont trop frêles, et tous ces souvenirs rejaillissent notamment par rapport à la thématique des tableaux. Et les tableaux, quand elle va mal, quand le manoir est délabré, ils sont recouverts, et ce qui représente un peu ses souvenirs un peu embrumés, et quand elle va bien, là, elle se souvient de tout, elle voit le portrait de ses amis, sa famille, etc. Tout ça pour dire, voilà, et ça, je pense que cet épisode, avec le troisième aussi, mais cet épisode, pour moi, est un de mes préférés, parce que ce souci du détail entre ces switches, tu vois, ce changement de perception des choses, où tu sais pas quelle est la réalité, finalement. Est-ce que le manoir est délabré ? Est-ce que le manoir est vraiment abandonné ? Ou est-ce que le manoir est comme tel, gay, etc. Parce que vraiment, il joue sur cette perception-là, de cette prise de substance qui est de l'opium, en gros, et... ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà. Ouais, totalement. Et ça nous ramène à la qualité que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire vraiment le talent dans le changement d'ambiance, en fait. Parce que déjà, rien que l'animation, je la trouve géniale. En fait, quand elle prend de médicaments, on voit une goutte qui glisse comme ça, qui tombe à ses pieds, et qui, comme si elle ensorcelait tout le décor, qui se diffuse comme ça sur les murs, sur le sol, et qui embellit tout, et tout devient chaud, chaleureux et agréable. Même quand elle se baisse, parfois elle relève sa robe, tu vois le petit détail où elle relève sa robe, c'est impressionnant. Enfin, là, tu fais, c'est joli, c'est joli à regarder. Ouais. Et en fait, elle va, à travers ces phases où elle est dans l'état médicamenteux, elle va peu à peu, elle va de plus en plus sortir de sa chambre et aller explorer. Et en fait, elle se remémore plein de choses de sa vie, plein de souvenirs agréables, mais on sent qu'il y en a un qu'elle repousse le plus possible, et inconsciemment dont elle n'arrive pas à se rappeler. En fait, il y a comme si le disque était rayé. J'utilise cette image parce que la musique aussi est une partie du gameplay dans ce chapitre-là. Enfin voilà, on sent qu'il y a un truc qui cloche, en fait, mais on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Et en fait, aussi, un truc qui est intéressant, c'est quand après elle retombe dans son... Enfin, quand le médicament arrête de faire effet. Alors déjà, il y a une partie aussi dans le chapitre où le médicament perd un peu de son efficacité. Je sais pas si tu as remarqué. Et en fait, elle est toujours dans cet environnement chaleureux, mais quand tu t'approches des fenêtres... tu sens que tu sens la pluie. Tu sens... T'entends... Enfin, c'est super bien fait parce que tu vois juste très légèrement le ciel dehors s'assombrir et t'entends en loin les bruits de la pluie, mais...
Et la musique un peu distordue aussi, la musique joyeuse qui est un Ouais. peu mélangée. T'es en mode ah ouais. Ouais. C'est très subtil et c'est très fin à quel point voilà, on te fait vraiment ressentir ce truc de le médicament fait encore effet, mais ça commence à s'estomper et donc il y a la réalité qui revient un peu en arrière-plan. C'est assez étrange. Enfin, réalité d'ailleurs, ou Oui. ou pas la réalité, on ne sait pas en fait, parce que C'est ça. pas la réalité. Ouais. Et d'autant plus que effectivement quand elle revient donc dans sa phase dépressive, elle est censée alors on nous fait comprendre qu'il y a une servante qui est censée être dans la chambre d'à côté. On l'entend parler avec le docteur qui dit Qu'elle arrête de qui pose prendre. Ouais. voilà, il faut qu'elle arrête de prendre ses médicaments. Ouais. Mais en fait, tout au long du récit, on la rencontre jamais vraiment en fait la servante, et on finit par même pas savoir si elle est vraiment là ou si elle aussi c'est une illusion en fait. Et je trouve que du coup aussi cette ambiance là du grand manoir isolé avec voilà tous ces objets recouverts, parce que c'est aussi ça. Quand je disais l'attention au décor, comment tu plantes une ambiance, etc. Voilà, tu sors de ta chambre, enfin même dans la chambre, tous les objets sont recouverts de draps et t'as vraiment l'impression que t'es quelqu'un dans un manoir qui est complètement abandonné. En fait, quoi. Ouais. Et ça en plus, c'est ça qui est hyper cool, c'est que t'as le côté en fait où comme tu l'as dit, chaque objet a finalement une histoire à raconter et participe au décor et à l'ambiance. Et ça, bah, pour le point and click qui invite justement à interagir avec ces différents objets pour avoir des informations, mais c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Parce que ça, et je pense que bah, de toute façon, on l'a tous fait, et tu l'as fait aussi, mais moi je trouve ça génial, par exemple, de cliquer sur le même objet en fonction de l'état de la personne, tu vois, de l'état de Madame Winterbird, et de voir alors comment elle le perçoit quand elle se sent euphorique, comment elle le perçoit quand elle se sent en mode dépression, tu vois. Et ça, Ouais. bon, ça fait partie du gameplay, c'était clairement voulu, mais bah, c'est bien fait, enfin c'est clairement bien fait, parce que ça représente, ça incarne bien une forme d'état mental, un état mental de détresse chez une personne, et je sais pas, c'est vraiment, cet acte-là me parle vraiment énormément. Tu sens vraiment qu'il, il y a un mélange de nostalgie, de tristesse, d'empathie aussi par rapport à cette dame, et c'est ça sans dialogue. Sans dialogue en mode point and click, ils ont réussi à délivrer quelque chose qui est émotionnellement très lourd en fait. Donc, et ça, par le détail. Ouais, je suis bien d'accord. Et c'est aussi, je pense que la partie 2, enfin l'acte 2, c'est probablement le plus accessible dans le sens où, comment dire, enfin le premier, il est aussi, en fait voilà, c'est vraiment divisé comme ça, c'est-à-dire que le premier et le dernier acte sont très courts, le deuxième et le troisième acte sont très longs, et le premier et le deuxième acte sont assez facilement compréhensibles, alors que les deux derniers sont beaucoup plus cryptiques. Oui, totalement. Et donc je pense que effectivement c'est probablement pour ça que pour la plupart des gens qui y jouent, ce sera le deuxième acte le plus facile à aborder, on va dire, et dans lequel se retrouver aussi. C'est sûr. Bah, en fait, on sent très bien l'explicitation du thème. Bon, gros spoil, hein, on peut le dire. On l'annonce. En fait, on apprend que le fameux mari qui devait revenir du travail, et etc. Et on apprend à la fin du jeu, à la fin de cette enquête qui nous amène à travers les différentes pièces du manoir, que qu'il est décédé dans le cadre d'un accident de voiture causé par le chat de la famille qui traversait la route, et le chauffeur a fait une embardée et le mari est mort dans l'incident. Et on apprend qu'aussi par détresse et par par une psychologie mentale totalement anéantie, la femme, en fait, on apprend, c'est sous-entendu oui et non, en fait, on apprend qu'elle a tué le chat aussi, par vengeance et par crise. Du coup, voilà. Oui, c'est explicitement. Elle a tué le chat. Elle a tué le chat, il n'y a pas de débat, elle a tué le chat. Je crois qu'elle l'a noyé, hein, c'est ça? Ouais, je crois, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, la scène me fait flipper. Ouais. Ouais, la scène est très badante. Parce que, en plus, ouais, ça se passe dans le moment où t'es sous l'euphorie du médicament et t'es dans un magnifique, une espèce de serre avec un bassin au milieu, et puis tu dois essayer de refaire les actions qu'elle a faites, mais tu sais pas où ça va te mener en fait, et au bout d'un moment tu réalises le pourquoi de... C'est horrible. Ouais, c'est très glauque comme séquence. Parce qu'au début tu crois qu'elle cherche un truc, une balle ou je sais pas quoi, et en fait t'apprends qu'elle cherche le chat pour le buter, et t'es en mode...
Ah ouais. Et ça c'est bien fait, tu vois, c'est bien fait parce que t'es perdu dans ce que tu fais, tu vois, genre, tu sais pas pourquoi tu fais ça. Par exemple, t'as toute une énigme, une série d'énigmes là où elle doit reconstituer ses souvenirs avec les musiques. D'ailleurs, c'est bien trouvé ça. Ouais. Mettre les musiques dans l'ordre justement pour reconstituer ses souvenirs. L'histoire avec l'horloge, etc. Où tu dois mettre. Bon, là, on dit tout, hein. Où tu dois mettre. Là, c'est la solution. Ça, c'est la solution. Où tu dois mettre 3 heures, nanana, mais tu dois regarder un bouquin, enfin bref, etc. pour voir que faut mettre. Enfin, voilà. Enfin, je vais pas tout spoiler toutes les énigmes parce que là, si quelqu'un nous écoute, il va dire oh le bâtard. Mais ça, tu comprends pas pourquoi tu fais ça, tu vois. Tu captes pas, tu vois. Tu sais juste que bon, tu captes quand même que la fin n'est pas joyeuse, hein, que voilà, mais tu sais pas enfin le texte, tu ne le captes pas, enfin ce que veut te dire le jeu en surface, tu vois. Et c'est vraiment à ce moment-là où tu dis après la fin de toutes ces petites énigmes que tu te dis ah ouais, ok, le dénouement quoi. La Ouais. finalité. Et sachant aussi que tout au long du récit, quand elle n'est pas dans ses phases euphoriques, elle découvre parsemées dans le manoir des lettres de prétendants qui lui disent oui, qui lui présentent leurs condoléances et qui lui disent qui lui proposent un mariage d'intérêt en fait. Enfin, tout le monde guette la prétendue fortune de l'Empire Winterbourne. Et en disant à chaque fois, je pense que ça nous serait mutuellement bénéfique. Exact. Et elle, voilà, elle comprend pas pourquoi. Et donc voilà, enfin, c'est ça qui est vachement bien fait, je trouve, dans ce récit, c'est qu'on a beaucoup d'indices qui sont disséminés à droite à gauche. Et un petit peu comme dans le premier chapitre avec le passage de la salle de bain, on sent qu'il y a un truc lugubre qui entoure tout ce récit, mais on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus jusqu'à ce que le jeu nous y amène. C'est ça. Et il nous y amène bien fort d'ailleurs, parce que elle me vraiment triste cette histoire. Ouais, elle est extrêmement badante. Elle est extrêmement badante. Et puis du Ouais. coup, bah, en parallèle, on assiste vraiment à une femme qui sombre peu à peu dans la folie et la dépression. Et qui incarne la nostalgie, quoi. Enfin, Ouais. et ça, c'est magnifié par les animations, parce qu'à un moment donné, tu vois, parce que quand elle réatterrit dans ces phases, tu sais, où elle est pas bien, tu vois que son état se dégrade au fur et à mesure. Au début, ça va pas, mais bon, encore ok. Et à la fin, ça devient carrément une sorte de furie, tu vois, les cheveux tout entremêlés, qui se tient voûté, etc. Et ça, cette animation, quand tu la vois arriver comme ça, au début, enfin, vers la fin, milieu, enfin, oui, plus ou moins vers la fin, tu la vois comme ça, voûtée, et les cheveux totalement dépareillés et tout. Enfin, en fait, C'est glaçant. c'est glaçant, et c'est dingue de se dire que ces petits bouts de pixels là, ça regorge de vie. Enfin, c'est un personnage qui regorge de vie et de rage et de désespoir, quoi. C'est extrêmement bien fait. Ouais. Comme, voilà. Et d'ailleurs aussi, au fur et à mesure en fait que le récit avance, petit à petit, elle s'efface. Et donc d'où le titre The Slow Vanishing of Lady Winterbourne. C'est en fait, enfin moi je l'ai compris comme ça, mais c'est sa conscience en fait qui peu à peu s'éteint au fur et à mesure qu'elle sombre dans la folie. Et enfin wow, ce récit est vraiment empli de plein d'émotions qui nous dépassent. Qui nous dépasse. Et tout ça par des petits micro-détails qui font que cela le rend inoubliable. Ouais. Bon, on va parler de la troisième œuvre, hein, Troisième œuvre. Troisième acte, pardon. Troisième acte, hein, Ouais. comme ça. Ouais, lui, il est compliqué. Hein. Lui, il est complexe. Alors, comme on expliquait, c'est donc le docteur Jordan Samuel, pardon, qui a recours à un rituel parce que donc il est chirurgien et il est moqué par ses pairs qui sont racistes envers lui. Parce que être noir dans les années 20, c'est pas cool, surtout aux États-Unis. Ouais. Et donc, en fait, il a recours à un rituel. Mais juste avant le rituel, on apprend que, en fait, il a effectivement volé quelque chose dans l'hôpital où il travaille. Il a volé de l'opium, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et il va le donner, en fait, à son voisin qui est souffrant. Ouais, On ne sait pas exactement de quoi, mais en tout pour cas... apaiser ses souffrances, ouais. Pour apaiser ses souffrances. Et on apprend que son voisin ne passera pas la nuit. Et donc, il retourne dans sa chambre faire son rituel. Et en fait, alors, c'est vrai que le récit est très compliqué parce qu'il est censé invoquer ce qui s'appelle je crois que c'est The Guardian of the
Threshold, donc le gardien du seuil en anglais, Mhm. qui est une entité qui est censée, même ça on sait pas vraiment, mais genre lui exaucer ses vœux ou C'est un peu mystérieux, mais Enfin, ouais, lui c'est un peu exaucer quelque mystérieux. chose. Enfin, du moins, qui lui permettrait Voilà. d'assouvir ses ambitions. Ouais. d'assouvir ses ambitions. Et en fait, déjà le rituel en soi, il se scarifie en fait pour Mhm. pouvoir faire le rituel. Il doit verser de son sang. Et quand il accomplit le rituel, je crois que c'est une porte qui s'ouvre dans son miroir, hein, c'est ça? Totalement, ouais. Ouais. Et en fait, il rentre dans cette porte et il atterrit dans une réalité parallèle de la chambre dans laquelle il est, mais qui est complètement lugubre, complètement sombre. Et là, on retrouve du coup le côté suintant, etc., Lovecraft que tu Lovecraft. décrivais. C'est un peu Avec le une monde à l'envers, pour ceux qui. Bah, voilà, si vous voulez un peu le parallèle, c'est un peu le monde à l'envers dans Stranger Things, quoi. Tu vois, genre. Si on Ouais, doit, c'est si ça, on doit parler ouais. d'un équivalent qui peut parler à beaucoup de gens, ce serait un peu ça, quoi, dans Ouais, l'idée. Ouais. ce serait un peu c'est comment ils disent l'Underworld? Non, Le... je sais plus comment ils disent en version anglaise. Ah ouais, je sais plus. Mais bon, tant Ouais, pis, tant pis. ce sera le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Des choses étranges. Le roi Dagobert. Eh oui. Et en fait, dans sa chambre du monde à l'envers, il y a une créature qui est encastrée dans le mur et qui a l'air souffrante et qui lui marmonne des trucs, mais on comprend pas vraiment quoi. Donc au début, il croit que c'est le gardien, mais il s'avère que non. Et donc, en fait, il continue, il sort et il s'enfonce en fait peu à peu dans les tréfonds de cette espèce d'univers Chelou. étrange Ouais. où tout suinte, où tout est immonde. Et il atterrit dans une bibliothèque avec une créature qui est en train de taper des choses sur une machine à écrire. Mhm. Et il doit faire le tour de la bibliothèque en fait, en se guidant par les sons et trouver les livres qui correspondent à sa vie en fait. Et à travers toute l'exploration de cette bibliothèque, en fait, il reparcourt toute sa vie, tous ses souvenirs de quand il était bébé jusqu'à maintenant. Et il doit tout ramener à la créature qui dévore les bouquins. Et une fois qu'il a fait ça, c'est hyper bizarre. de l'expliquer On dirait, comme ça, je sais pas si c'est- on dirait un trip sous acide quand on l'explique, mais on dirait- Ouais, c'est vrai. c'est vrai que si vous nous écoutez et que vous n'avez pas joué au jeu, bah là c'est dommage. En fait, hein. ouais, C'est il faut- dommage. ouais, hein. ouais. C'est très dommage. Ouais. Et en fait, une fois qu'il a fait tout ça, il arrive dans un endroit qui s'appelle... Alors, c'est la chapelle vaillante... Non, attends, j'ai oublié ce que c'est. C'est la chapelle, mais je sais plus quoi. Ouais. La chapelle périlleuse. La chapelle, d'accord, ok. Ouais. C'est ça. The Perilous Chapel. Mhm. Chapel Perilous, pardon. Et... Ah, mais attends, il y a même une page Wikipédia, en fait, dessus. Et oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est une chapelle qui, apparemment, est issue de la légende arthurienne. D'accord, ok. Et c'est censé être un espace à la limite du rêve et de la réalité, donc là on est encore là-dedans, dans lequel un rite de passage visant à tester la pureté spirituelle et le mérite d'un personnage a lieu, et ce via une confrontation avec une entité supernaturelle. Cette entité peut être une force extérieure ou bien les démons, peurs, crimes et fardeaux spirituels intérieurs du protagoniste. Ouais, on est pleinement dedans, quoi, par rapport à la description Et du jeu. coup on est Ouais. tout... Exactement, parce que en fait, on apprend du coup dans cette chapelle que le docteur Samuels était pendant la Première Guerre mondiale un Hellfighter, Harlem. merde, c'est quoi déjà Harlem Fighters. un Harlem Fighters, et que en fait il opérait déjà en tant que médecin à l'époque et il n'a jamais pu achever en fait des soldats de son unité qui étaient blessés et qui lui demandaient le repos. le repos éternel. Et donc en fait, il fait face finalement à eux, il finit par leur faire face et il les aide à se suicider. Et après ça, Et il après se retrouve téléporté. Il se retrouve téléporté dans l'auditorium où avait lieu la chirurgie au tout début du récit, et dans lequel il se fait moquer par tous ses pairs. Et sauf que cette fois-ci, tout le monde est dans un état complet de décomposition avancée. C'est que des cadavres ambulants en fait qui parlent, et il doit prononcer les phrases du rituel. Et donc tu dois retenir les phrases du rituel et les prononcer également. Ouais. Et au fur et à mesure, il se scarifie, mais de manière
extrêmement violente et il finit par s'ouvrir le bide. Et donc, tu as tous les intestins, etc. qui sortent. Et il se réveille dans sa chambre d'hôtel. Enfin, dans sa chambre. Dans sa chambre. Il y a un autre personnage qui semble être lui et qui porte le masque du bal déjà. Et qui en fait le tue. Ouais. Et voilà. Et qui trouve la lettre sur son lit et puis qui part rejoindre le train. Ouais. Et et alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce troisième récit, mon gars? Bah, c'est le plus cryptique des. Enfin, avec la conclusion, donc le dernier acte, c'est le plus cryptique des trois. Je l'ai bien aimé dans la symbolique. Après, j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose, mais je l'ai bien aimé dans la symbolique. Mais même là, j'ai rejoué il y a pas longtemps, donc aujourd'hui, je l'ai fini, du coup. Mais j'ai toujours du mal à comprendre. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'aspect, comment ils ont représenté justement les regrets, la confrontation face au péché, parce qu'en fait, le rituel, il le dit bien. C'est un truc où si tu as peur, etc., si on sent tes faiblesses, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, etc. Et donc là, avec ce que tu dis, justement, la chapelle qui fait référence à la légende arthurienne, où tu es confronté face un peu à tes démons, tout ça, pour concrétiser tes ambitions. Et puis même dans la bibliothèque ensevelie, là, quand il lui a donné à la créature pour avaler les livres, tu sens que le gars, voilà, il a plein de démons, dans le sens où c'est quelqu'un qui, quand même, qui a vécu une vie très dure, qui est déjà le racisme, c'est pas cool, mais il y a aussi le côté où voilà, il a vécu la guerre en tant que Harlem Fighters, du coup il a du mal à se reconstruire et tout. Je crois qu'aussi on apprend qu'il a laissé sa petite amie de côté pour réussir sa chance à New York, je crois. Du coup, beaucoup de sacrifices chez cet homme qui en vient quand même, faut le rappeler quoi, qui en vient quand même à faire un rituel super chelou pour s'en sortir. Donc qui est au bord du désespoir quand même. Donc en fait, on sent tout, on sent tout ce désespoir ambiant chez cette personne, ce côté nostalgique aussi, et cette rage, cette rage. Et ça, je trouve que la symbolique de cet épisode est magnifique. La deuxième partie, un peu la scène où il y a les étudiants, etc., cadavériques, où ils répètent les phrases du rituel, et après ils retournent dans le monde réel, où on sait pas trop, et il se fait buter par son double. J'ai du mal à l'interpréter, et c'est peut-être ça toute la force de ce truc, de cet épisode, c'est qu'en fait il est libre d'interprétation. C'est que voilà, il n'y a pas de solution, et je pense pas qu'il y en a vraiment, il y a pas vraiment une bonne ou mauvaise explication. Moi, à titre personnel, je pense qu'effectivement, le double qu'il a tué, c'était un peu le gardien, une sorte de gardien, donc c'est à quoi il s'est confronté, et que finalement, dans cette quête initiatique, il s'est rendu compte que, oui, il avait peur, qu'il a trop de grosses névroses pour surmonter cette épreuve, et que son double, un peu entre guillemets maléfique, ou je ne sais pas quoi, donc son gardien l'a tué, voilà. Mais ça, j'en suis même pas si sûr, parce qu'il se trouve dans le train, et du coup, voilà. J'aurais du mal à expliquer, mais en tout cas, non, j'ai vraiment bien apprécié cet épisode. Moins que le deuxième, pour les thématiques abordées, parce que voilà, c'est vraiment je sais pas, le deuxième. C'est moins évident, disons que c'est des thématiques qui sont moins directes et moins évidentes que dans le deuxième épisode. Et plus métaphysique, et puis il y a le côté en fait, et puis je pense qu'en fait le deuxième parlera plus à la plupart des gens, parce qu'il y a l'aspect deuil, il y a l'aspect dépression par rapport à la folie, par rapport à la folie que peut entraîner la perte d'un proche et tout. Le troisième, c'est vraiment le racisme, la rage, la dépression aussi, mais les traumatismes liés à la guerre. Il parlera moins de gens, les thématiques parleront sans doute moins à la plupart des gens. Moi, j'en fais pas. Pareillement, moi, j'ai été moins touché. Mais par contre, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé parce qu'il est fort. Et puis, l'ambiance est là, quoi. Genre, ouais. Je veux dire, tu fais quand même la transition d'une ambiance purement Lovecraftienne à effectivement, et là, je vois le truc arthurien, effectivement à une église, une sorte de monastère, construction romane et tout, tu vois, dans limite au avec bord. La cloche effondrée, les traces bord. des bombardements, les tranchées. Ouais, c'est ça, t'es dans un à la frontière entre l'enfer et le paradis. C'est vraiment une scène biblique. C'est vraiment une scène biblique d'apothéose, en fait, et de passer à ça, tu vois, que les ambiances, le contraste des deux ambiances, où tu as l'impression d'être dans les bas-fonds et dans les sous-sols à un moment donné, et d'atterrir presque dans les cieux à une seconde d'intervalle, c'est superment bien fait. Je pourrais pas dire que j'ai compris totalement cet épisode, mais il est bien fait. Vraiment, ouais.
peux pas les faire Ouais, différents. c'est pareil. Moi aussi, il reste encore très cryptique. Après, c'est aussi celui où on voit le plus de décors différents, effectivement, et où les décors sont assez gigantesques. Parce que sinon, les deux d'avant, ils sont tous dans un lieu qui reste confiné quand même. Pour moi, pour le coup, je l'ai compris un petit peu différemment de toi. La vision que j'en ai, c'est que quand il est en fait dans la bibliothèque avec le monstre, il trouve en fait tous ses souvenirs qui composent sa conscience Ouais. et il les offre au monstre qui les dévore en fait. Ah, Et ok. pour moi, c'est un petit peu une manière d'exprimer le fait qu'il abandonne peu à peu toute sa conscience en fait, en offrant tous ses souvenirs au monstre, tout ce qui constitue ce qu'il est. Et dans la chapelle, il fait face à son démon intérieur ultime, en fait, un petit peu, qui est ces soldats qu'il n'est jamais arrivé à tuer de ses propres mains, et il leur offre enfin le repos éternel. Et pour le coup, quand il s'est enfin débarrassé de tout ce qui composait son esprit, il ne lui reste plus qu'à se débarrasser de sa chair. Et donc, c'est pour ça qu'on assiste à la fin au rituel où il finit par s'éventrer. Et quand il retourne dans sa chambre, d'ailleurs, le personnage qui l'attend dans sa chambre, qui a l'air d'être lui en fait, dit à The Hollow One, donc l'être vide, et il le tue. Et pour moi, en fait, ouais, voilà, c'est vraiment une métaphore il s'est débarrassé de sa chair et il s'est débarrassé de son esprit à travers ce rituel. Mais finalement, bah, il est mort en fait. Tout Il est simplement. mort, ouais. Ouais, au final, frérot, je sais pas ce que t'as fait, Au mais final- ça a merdé. Ça... Au final, est-ce que le rituel était juste Un suicide, une enfin, arnaque, ou un suicide, suicide. ou on sait pas, ouais, on sait pas. Ah, C'est mais vrai que par contre, ton interprétation est intéressante parce que t'as vraiment le côté abandon d'humanité, finalement, derrière. Où, c'est vraiment lié à ça, le côté souvenir avalé, le côté de faire quelque chose qu'il a pas pu faire, parce que ça aussi, c'est être humain, de pas pouvoir achever des gens. Pas tout le monde serait capable de le faire. Mais du coup, il y a presque un abandon d'humain. Ouais, c'est ça que j'aime bien ton interprétation parce elle est encore plus poétique, je trouve. Ouais, ouais, fallait être très poétique. Et je le vois vraiment à la fin comme un suicide parce que c'est... Enfin bon, et ça va nous amener au 4e chapitre parce que voilà, une fois qu'on a fait les 3 histoires, on comprend que tous les personnages connaissent plus ou moins la même fin. Oui. Et bah, le dernier chapitre, on se retrouve dans le train qui est toujours en Asie centrale. Même si on en vient à avoir certains doutes sur ce train en Asie centrale, je sais pas ce que c'est quoi. Bref, mais bon, voilà, du coup, on assiste à un dialogue entre le personnage à tête de mort et un autre personnage atypique qui lui porte, une tête de flamme, voilà, qui est une tête engouffrée dans une flamme verte. Enfin, qui a vraiment l'air, lui, pour le coup, d'être un démon. C'est ça, ou un gardien de je sais pas quoi de l'au-delà, un truc Un comme gardien, ça. ouais. Et du coup, ils échangent. L'autre, le personnage à tête de flamme reproche au personnage à tête de mort de trop dialoguer avec les humains. Et Le personnage de tête de mort qui s'appelle Leila, d'ailleurs. Leila. Ouais, donc c'est une femme, en fait. Ça, d'accord. Ouais, c'est une femme, ouais. Donc, la mort, ouais, bon, oui. L-A-Y-L-A-H, pardon. Et alors, j'ai fait des petites recherches rapidement, mais apparemment, ce serait dans la religion juive un des anges. Ok. Mais j'avoue, c'est un ange. J'ai pas fait plus de recherches que ça, mais il y a peut-être aussi potentiellement un sens un peu à chercher par rapport à ce prénom. Un peu, entre guillemets, biblique, religieux. Ok. Ouais. Et du coup, les deux, donc le personnage à tête de flamme discute avec Leila et lui dit ne discute pas trop avec les humains, c'est interdit, tu ne devrais pas faire ça, etc. Tatatac. Et en fait, on apprend que les 3 humains avec qui Leila a discuté, donc sont tous les 3 morts, on présume, alors même pas on présume, mais ils sont morts en se suicidant. Et du coup, le gars à tête de flamme lui dit mais c'est bizarre, il ne devrait pas être là, il devrait être à l'arrière du train. Et après, là, on comprend. Et après, le personnage à tête de flamme comprend que Leila leur a donné à tous les 3 expressément des invitations, donc le masque et la petite enveloppe qu'on voit à chaque fin de chaque acte, et que donc elle a permis en gros à ces 3 personnes un peu de gruger le système pour pas qu'elles se retrouvent à l'arrière du train, mais à cette place apparemment qui est plus favorable pour les âmes égarées, pour les âmes passées dans l'au-delà. Voilà, et que au vu de leur vécu, au vu du vécu de chacune de ces âmes, au vu qu'elle a eu un peu entre guillemets pitié quoi finalement, qu'elle a eu de l'empathie pour leur vie, et qu'elle a essayé d'apaiser leur fardeau mutuel dans l'au-delà. Voilà. Parce qu'il y a une petite phrase où elle dit justement, je crois,
Oui, quitte à purger ses péchés, nanana, je sais plus, lors de 140 000 années ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, quitte à, voilà, à chercher la rédemption, autant que ce soit dans de bonnes conditions, quoi, en gros, un truc comme ça. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on apprend qu'en fait, t'as plusieurs strates dans le train qui représentent, bah là, on imagine la vie après la mort, ou du moins peut-être le passage de la vie à la mort, et que en fait, chaque personne est graduée, on pense, en fonction de comment il a fini sa vie. Et apparemment, le suicide, ça a pas l'air dingue. Comme dans beaucoup de religions, se suicider, c'était très mal vu, c'était un péché. Et là, je pense qu'il y a cette petite relation avec l'arrière du train, etc. Enfin, c'est Il y a- une interprétation. Je pense qu'il y a un truc par rapport. Enfin, alors, ouais, moi je l'avais compris légèrement différemment, Ouais. c'est-à-dire que je voyais pas le train comme la fin en soi en fait, mais plutôt comme Le passage. l'outil, voilà, le passage qui t'emmène vers, Hmm. une forme d'au-delà. J'ai pas envie qu'on décrive le tout dernier plan du jeu parce que voilà, pour les gens qui se sont déjà fait spoiler monts et merveilles, on va juste garder cette dernière petite surprise finale. C'est une belle Asie centrale. Euh, mais, mais parce que il parle je pense qu'il parle des cercles en fait. Des cercles, tu sais, en ouais. référence Ouais. à Dante, à l'œuvre de Dante. Ouais. Et, et donc, enfin voilà, moi je l'ai plus compris comme le train n'est pas la destination, c'est que l'outil pour les emmener là-bas. Mais après, Bah, le ça, reste peut-être, du. bah, après, c'est vrai que ce serait marrant. Pardon, excuse-moi, vas-y. Désolé. Non, vas-y. Bah, je disais, si ce train il est un moyen de transport vers l'au-delà et en fonction de tel truc, de telle mort que t'as fait, t'es plus ou moins classé, en fonction de ton type de mort, etc. Ça me fait penser à un autre jeu point and click, cette thématique, où quand les gens sont morts, ils ont différents tickets, etc. Soit le train pour aller vite fait vers l'au-delà, soit un bâton de C'est marche. Tu sais, le jeu avec la tête de mort qui se passe dans une ambiance inca mexicaine, là. Ah, bah oui, c'est Grim Fandango. Grim Fandango, voilà, je cherchais le nom. Effectivement, oui, c'est vrai que j'avais pas du tout fait le lien. Alors, Vieux- radicalement différent comme Vieux ambiance, parallèle, mais- hein. Vieux parallèle, parce que bon. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah oui, bien vu. Mais ce côté. Bien vu l'artiste. Mais tu vois, ça me fait penser un petit peu à ça si c'est ce côté transport. C'est vrai. Et d'ailleurs, Grim Fandango, qui je crois est sur notre liste, non, de Reco ou pas? Totalement. Mais il faudrait finir pour ça. Et finir Grim Fandango et cette forêt pourrie là, ça me. On va. Ça m'enchante pas. Parce que là, ouais. c'est- Ça va venir. Ça va venir, ouais. Mais donc voilà, enfin après, l'idée reste la même parce que, bah effectivement, dans ce que décrit Dante, t'as les 9 cercles, je crois, et le suicide, c'est un des Ah, pires c'est en pire, fait. ouais. Bah, dans la Ouais. région chrétienne, si tu te suicidais, je crois à une certaine époque, à l'époque du Moyen-Âge notamment, tu étais dépossédé de tes biens. Enfin, tu n'héritais pas des biens et tu n'avais pas accès à la succession du mec qui se suicidait. Du coup, Ah ouais, ce qui ouais. montrait, parce qu'il a été appliqué dans beaucoup de royaumes à l'époque, dans beaucoup d'États même, et du coup, ce qui montrait en fait le côté infamant du suicide, quoi, ce qui était vraiment la pire mort La pire manière dans de- beaucoup de ouais. sociétés, quoi. C'était Mm. déshonorant, quoi. Un proche qui se suicidait, c'était perçu comme une forme de lâcheté, et une haine. Enfin, Dieu a donné la vie, c'est Dieu qui la reprend. C'est une insulte envers le créateur de te suicider, quoi, en gros. Bon voilà, retenez bien ça Voilà. les enfants. Vous suicidez pas. Euh, Et alors, donc voilà, maintenant qu'on a bien détaillé un petit peu toutes les histoires, moi il y a aussi un autre point positif du coup, je trouve ça vraiment intéressant qu'en fait chaque œuvre, enfin chaque tableau correspond à un stigmate différent Mm. dans ces années 20. Le premier ce serait l'homophobie, le deuxième ce serait la perte, le deuil et le désespoir. Le troisième, du coup, ce serait le racisme. Et le Et, traumatisme et post-guerre. Ouais. Et le PTSD. Mm, mm, mm. Et donc, voilà, chacun de ces tableaux explore un petit peu des tréfonds de l'âme humaine et des sentiments qu'on va avoir tendance à enfuir au fond de nous. Totalement. Totalement. Et en plus, c'est fait de manière, intelligente, sur un format court et accessible à tout le monde. Du coup, qu'est-ce que vous attendez, quoi? Non, non, mais c'est ça. C'est sûr que en fait, c'est ça. C'est que le jeu, comme tu l'as dit, les jeux abordent différentes thématiques assez graves. Mais c'est ça qu'en fait qui est assez intéressant, c'est que en fait, il le fait de manière entre guillemets subtile. Enfin, dans le sens où sans dire ça fait réfléchir, tu vois, genre c'est juste que dans la manière de faire, et vu que c'est vraiment l'accent sur les détails qui va jouer et qui invite le joueur à aller plus loin
Et c'est le jeu qui prend vraiment par la main le joueur et qui lui dit creuse un peu et mène ton enquête et tire tes propres conclusions. C'est pas un jeu où il va t'afficher, voilà, comme un. Bon, j'ai rien contre ce genre de jeu, hein, mais une scène où il y a quelqu'un qui va tomber dans le vide et la personne va pleurer et tu vas voir le deuil qui va être tellement. Enfin, vraiment mis sur le papier en mode tiens, prends, tu vois. C'est vraiment un jeu qui se fait en finesse, qui est lent dans son rythme, entre guillemets, enfin, parce que c'est un point and click. Et du coup. Tu prends le temps en fait d'apprécier ces détails et tu prends le temps dans la manière dont ces thématiques ont été abordées de manière, je trouve, juste en fait. Mm. Eh ben, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et puis, on peut peut-être parler un petit peu de musique. Ouais. Alors, on peut pas vraiment parler d'OST pour cette œuvre. Alors, il y a quand même une OST, mon gars. Ah bon? Il y a quand même une OST que j'ai. Alors, je parlais tout à l'heure du. Ouais. Comment on appelle ça là, l'artbook. Ouais. En fait, tu peux, si tu le veux, acheter le pack d'aide aux développeurs, en gros, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait tu payes ces 3 euros Je crois que je vais et le tu faire. reçois l'OST du jeu et l'artbook, en fait, avec quelques petites explications sur le jeu. Mhm. Et donc, pour le podcast, je l'ai acheté. Et donc, tu as quand même une OST parce que tu as quand même quelques tracks qui ont été composés par Laura Hunt pour le jeu. D'accord, donc t'as quand même une petite OST qui est derrière, ok, Ouais. ok. Bon, bah, on peut quand même parler d'OST alors, dans ce cas-là. Mais effectivement, la plupart des musiques quand même qu'on entend principalement dans le jeu, c'est des musiques donc libres de droit qui sont de la musique classique, au sens large. Tu as de la musique classique, Et mais tu as aussi certains classiques des années 20. Enfin, années 20, des ouais, musiques connues des années c'est 20. vrai, Ouais. la musique sur New York, c'est ça notamment. Notamment, ouais. Ouais. Mais du coup, ouais, t'as des compositeurs, et t'as un de mes compositeurs préférés, enfin qui a fait la musique classique que je préfère au monde, c'est Fritz Kreisler, et c'est le thème principal, c'est Liebeslide. La musique que t'entends dans le train, par exemple, c'est ça. Dans le train, ouais. Et cette musique, elle est magnifique. j'adore cette musique, parce qu'elle a été reprise par Rachmaninoff. Franchement, honnêtement, je le dis, hein, et quand je l'ai entendu, quand j'ai commencé à jouer au jeu, j'étais en mode. C'est un bon jeu, parce que rien qu'entendre cette musique, ça me fait des émotions. Ouais. C'est vraiment Ouais. littéralement ma musique préférée. C'est dans le genre classique. Hein. Du coup. Ah oui, carrément, ok. Ah oui, non, vraiment, Liebeslide, je peux l'écouter. D'ailleurs, je préfère la version de Rachmaninoff au piano, mais j'adore cette musique. Je l'écoute Ok. tout le temps, enfin très souvent. Ouais. Putain, mais je savais pas, gros, donc le jeu est vraiment tombé pile sur ce que tu kiffes. Honnêtement, ouais, quand j'ai entendu, je fais. Ouais, attends, mais c'est quand même incroyable. J'entends ça, je fais. Mais c'est ma musique préférée. Bref. Et du coup, ouais, non, vraiment, c'est ça en fait. T'as d'autres compositeurs, t'as Dvorak, je crois, t'as le compositeur italien Verdi. T'as Verdi. Pour les opéras. Tu as Satie, évidemment, Oui, pour tout le chapitre avec Lady Winterbourne. Tim Winterbourne. Et bah, du coup, en fait, les musiques en elles-mêmes, bon, qu'on les aime pas, c'est pas la question, mais que, en fait, c'est qu'elles sont bien utilisées. En fait, elles sont très bien utilisées. Et c'est ça que je trouve vraiment puissant avec le jeu, c'est que tu les entends les premières secondes, tu fais ah c'est ça, et en fait c'est là la puissance du jeu, c'est qu'au bout d'un moment le jeu parvient à te faire oublier que t'écoutes ces musiques connues, et ça devient vraiment les musiques du jeu en fait. Ouais, ça c'est, ouais, je suis totalement d'accord. Et ça pour moi ça en dit long sur à quel point le jeu arrive à développer une ambiance qui enveloppe le spectateur, parce que ouais tu finis par ignorer que c'est des trucs qui ont été chopés à l'extérieur. Pas totalement, et qui pourrait. Oui, c'est ça, et que en fait, comme tu dis, l'ambiance surpasse. Enfin, c'est pas qu'il surpasse, c'est pas la question, mais fait tellement bien le taf et accompagne tellement bien les musiques aussi, c'est que. T'as l'impression que c'est une œuvre entre guillemets complète, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Bon, Totalement. les musiques sont folles et bien utilisées, donc. Et puis aussi le sound design. Ah ouais, ça c'est sûr. Le sound design, dans le premier chapitre, je trouve Alors, tout a été récupéré sur... alors, non, pas tout, mais en gros, c'est sur des bibliothèques, pareil, de sons gratuits. Mhm. Je sais pas si tu sais, mais il y a la BBC qui a mis en ligne, il y a 4-5 ans, son énorme bibliothèque de sons, en fait. Et tout est utilisable en libre de droit. Ok. Et donc, il y a une partie des sons qui a été chopée là-dedans. Tant stylé. Enfin, c'est cool qui s'est fait ça. Ouais, c'est super chouette. Ouais. Et voilà, pour tous les créateurs qui nous écoutent éventuellement. De ouf. Et donc, en fait, dans le jeu, je trouve que tu as vraiment aussi un
gros travail qui est fait sur le sound design. Dans le premier chapitre, tu as vraiment les bruits de la rue qui emplissent les 3 quarts du chapitre, et après l'instant fatidique, tout s'arrête, tout est silencieux, et donc tu as un beau contraste qui naît. Dans l'épisode 2, c'est le son de la pluie surtout qui est magnifique. Et dans l'épisode 3, c'est, je trouve vraiment que quand tu es dans la bibliothèque et que tu te déplaces, et plus tu te rapproches du bouquin que tu es censé consulter, plus tu as un bruit en rapport avec le souvenir que tu es censé débloquer. Donc vraiment, le travail de sound design est aussi balèze à cette échelle de jeu indépendant. C'est ça. Et en plus, ils utilisent bien, en fait, comme tu l'as dit, les coupures, les contrastes entre le plein bruit et le silence le plus complet. Tu as parlé de Rome dans son effervescence et le côté paf, hop, quand ça devient plus grave, ou quand tu rentres dans la salle de bain, la musique s'éteint. Mais pareil, effectivement, avec la scène de la bibliothèque, où tu vois, par exemple, quand ils transportent le livre, où il y a les scènes de guerre, tu entends les bombardements, etc. Et quand il le donne à la créature, paf, hop, ça se coupe. Pareil, à un moment donné, il prend un livre où tu as Libus Slide qui est joué, il va prendre le livre et paf, il va le donner à la créature, paf, la musique se coupe. En fait, et ça qui est bien fait, c'est bien timé, c'est que je pense que les deux personnes qui ont créé le jeu connaissent bien un peu les réactions humaines, tu vois, dans le sens où même des joueurs, mais plus généralement les humains, dans le sens où à tel moment, si on fait ça, quelle réaction va avoir l'humain, quelle réaction il va percevoir dans l'ambiance par rapport au décor et tout. Et ça, ils l'ont très bien compris que c'est bête, hein, c'est peut-être basique, mais en vrai, beaucoup de jeux ne le font pas forcément. Hein, donc, faut le souligner. C'est que le côté, oui, effectivement, si on met une musique un peu joyeuse et tout, enfin joyeuse. Si on met une musique qui fait une ambiance, un truc comme ça, et si on la coupe maintenant, à tel moment, et si on met tel son en même temps, ça va créer une émotion, de la peur, de la nostalgie, etc. Ça, ils l'ont extrêmement bien compris. Et c'est pour ça que c'est fait en subtilité, quoi. Et c'est très très bien. C'est excellent. En fait, pour moi, une des principales qualités, et je pense que je m'arrêterai là après, c'est ce truc où le jeu est très court, mais du coup, il est très condensé, et tout, que ce soit des graphismes ou du son, est millimétré au pixel près pour te délivrer la meilleure expérience, en fait. Ouais. Et tu comprends pourquoi. Et en plus, ils sont juste deux. C'est incroyable. C'est ouf. Ouais. De perfection. Sur cette phrase-là, je n'ai rien à ajouter dans les points positifs. Voilà. Alors, passons au point négatif. Mon gars, est-ce que tu en as à évoquer ? C'est un semi-point négatif, semi-point positif aussi, parce que j'hésitais à le mettre, mais bon, il faut bien un truc à dire dans les points négatifs. Enfin, faut bien. Après, non, on peut dire très bien qu'il n'y a rien, et c'est excellent. Hein. Mais bon, il y en a quand même un. C'est le côté, effectivement, le design est très très bien, et en fait, je crois qu'ils sont partagés le travail. T'en as une qui était plus sur le gameplay, et un autre qui était plus sur les décors, l'animation et le pixel art. Sur le gameplay, donc le point and click, je trouve il est utilisé intelligemment. C'est-à-dire que généralement, on commence de manière classique par des dialogues, des actions précises, puis ensuite des petites énigmes. Donc voilà. En fait, et le jeu a aussi invite au fait que on n'est pas, même s'il y a des petites énigmes, on n'est pas bloqué très longtemps. Hein, juste que parfois le personnage va nous donner des indications, etc. pour pas nous frustrer, parce que c'est pas le but du jeu de nous frustrer, c'est vraiment juste de nous délivrer une expérience. Enfin, nous juste. Le but, c'est quand même de nous délivrer une expérience narrative, donc ce serait un peu bête d'arrêter le truc parce qu'on en a marre. Après, juste ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est un point and click. Donc, en fait, le gameplay, c'est sommaire. Parce qu'il y a des point and click qui sont beaucoup plus avancés dans la manière d'utiliser ce genre. Lui, il est quand même très basique dans son gameplay. Tu cliques partout, nanana, il révolutionne pas la poudre. Ensuite, voilà, j'ai envie de vous dire, tu joues pas pour ça. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que, comme tu l'as dit au tout début, c'est une expérience beaucoup plus littéraire que jeu vidéo finalement, littéraire voire cinématographique, que plus jeu vidéo où t'es pas forcément entre guillemets actif, enfin si tu l'es, mais le gameplay n'invite pas non plus à l'activité, tu vois. Tu vois, c'est pas forcément un défaut. Je considère pas que c'est un défaut en soi personnellement, parce que c'est pas ce que propose le jeu. Parce que déjà tu peux manger en même temps. Déjà de base. Et parce que t'as les mains libres. Mais ça, à un moment donné, je faisais ma bouffe. C'est vrai, à un moment donné, je jouais. Quand j'ai joué la deuxième fois, je mangeais ce midi avant ma course et je jouais, tu vois. Voilà. Mais en fait, c'est pas, ça se consomme plus comme finalement un film qu'un jeu vidéo. Ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que si t'es habitué à des gros FPS, à des trucs d'action et tout, là, tu vas être ralenti, quoi.
c'est peut-être là le point qu'on pourra discuter après dans à qui on recommande, quoi. Et c'est ça qui va être Ouais. intéressant aussi. C'est vrai. Mais sinon, j'ai pas d'autres points négatifs. Vraiment pas, parce que le jeu propose une expérience. Il est ce qu'il est. Il est, comme tu l'as dit, il est millimétré pour proposer quelque chose d'optimisé. Non, j'ai pas envie de trouver des défauts alors que j'en ai pas à dire. À part ce truc de gameplay qui pourrait refroidir certains et que le fait de dire que c'est un point and click basique, voilà, dans son gameplay. Sinon, non, je ne dirais pas plus parce que j'en ai pas. Et toi, mon Jules? Eh ben, écoute Coco, moi j'en ai deux quand même à évoquer, Ouais. qui sont encore une fois relatifs, hein, mais le premier c'est que le pixel art a beau être magnifique, ça m'est arrivé parfois d'avoir du mal à discerner certains éléments. Ah. Et je pense notamment dans la chapelle, dans l'histoire numéro 3, où à un moment tu dois apporter une gourde à un des soldats, et genre j'ai mis ultra longtemps à trouver la gourde parce que j'arrivais pas à la localiser et elle n'était pas assez bien mise en évidence en fait. C'est peut-être plus un problème de level design, on va dire. Mm. Mais voilà, à deux, trois reprises, j'ai trouvé que c'était un peu dur de lire l'image et quand tu dois trouver un objet qui a une petite taille notamment, comme c'est des pixels, bah forcément c'est chaud. pas ouais, ça saute pas aux yeux. Mais bon, ça c'est très relatif. Le vrai défaut entre guillemets que que j'ai envie d'aborder, c'est le fait que quand j'ai abordé le jeu, en fait, donc t'as vraiment, on te dit il y a 4 histoires, et puis sur le menu principal, t'as les 4 masques, donc tu t'attends vraiment voilà, à vivre 4 histoires. Et au final, c'est plus 2 histoires et demie, 3 histoires que 4 vrais scénarios bien développés pour chaque personnage. Et sur ça, j'ai été un petit peu déçu parce que, bah, en fait, c'est tellement bien que j'en aurais voulu plus, quoi. Bien sûr. Et donc quand je vois, je me dis, on passe à la dernière histoire, il y a le dernier chapitre et tout, et en fait c'est juste une forme d'épilogue Ouais. qui dure quelques minutes. J'étais un petit peu déçu. Je comprends. Ouais. Mais voilà, on peut dire tous les défauts qu'on veut, il faut pas oublier, il faut garder à l'esprit que ça reste un putain de jeu gratuit. Et de 2 personnes, du coup. et de 2 personnes. Ouais. Donc écoute, franchement, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, ils le donnent aux gens. Donc à partir de là, Ouais, ça. Et en plus, c'est. Qui est-on pour, C'est ça. Et en plus, c'est une expérience qualitative et narrative que vous n'avez sans doute pas vue depuis longtemps dans le média qu'est le jeu vidéo. Du coup. c'est ça. Et d'ailleurs, ça me ramène à ce que j'avais dit pour le teaser dans l'épisode précédent. Est-ce que maintenant tu vois un peu mieux pourquoi le test que j'avais lu, le mec disait oui, j'ai joué à tous les gros jeux AAA de cette année 2021, mais finalement, ma meilleure expérience, ça aura probablement été If on a Winter's Night for Travelers. Bah, je comprends très bien. Et ça fait la bonne transition sur le à qui on recommande et cette discussion qu'on peut avoir sur les AAA actuels. Yes. Enfin, qu'on a déjà fait d'ailleurs avec Shadow of the Colossus, mais on va recracher sur la tendance actuelle des jeux vidéo. Bah ouais, en fait je rejoins totalement ce qu'a dit ce gars, parce que l'histoire m'a marqué, les personnages m'ont marqué et m'ont attaché, j'ai ressenti de l'empathie pour eux. Et c'est une femme, la testeuse, pardon. Et la testeuse, oui, bon, J'ai oublié son nom, mais c'était une femme. bah à toi femme. Tu as mon respect. Non mais je comprends tellement parce que en fait c'est bête, mais là actuellement, j'ai essayé de jouer à Hogwarts Legacy. Ah oui, ok. Ouais, j'ai essayé, je l'ai téléchargé et tout, j'ai commencé à Tu jouer. l'attendais en plus, toi Je l'attendais grandement, etc. Et en vrai, bon, c'est des jeux, en fait, voilà, ce jeu est vraiment unique en son genre. Alors certes, c'est un jeu indépendant, etc. Tatatac. Les jeux indépendants ont tendance à durer moins longtemps, mais il sort actuellement dans un monde, dans le monde industriel qu'est le jeu vidéo aujourd'hui, où on associe qualité à nombre d'heures jouées. Parce qu'il y a un aspect rentabilité aussi, parce qu'on se dit, purée, maintenant les jeux sur PS5 ils coûtent 70-80 euros. Est-ce que je préfère acheter un jeu PS5 70-80 euros, je sais pas, en l'occurrence, qui fait 100 heures de jeu dans un monde ouvert gigantesque, ou est-ce que je préfère acheter un petit jeu, alors peut-être à 20-30 euros, mais qui dure 5 heures, mais par contre qui nous propose une expérience riche. L'humain, psychologiquement c'est normal, l'humain va avoir un réflexe de rentabilité, il va se dire, diviser 70 euros par 100 heures de jeu, ça m'en fait plus que
nanana, que le petit jeu, nanana, en l'occurrence, qui durera moins longtemps, mais qui est à 30 euros. Sauf que, bah là, en l'occurrence, ce jeu, il va vraiment en contre-courant, parce qu'en plus, il est gratuit, et il dure 2 heures. Et il propose un truc riche. Et du coup, pour ça, je l'applaudis, en fait. Je l'applaudis énormément, parce que quand je vais revenir sur Hogwarts Legacy, c'est des centaines d'heures de jeu, dans un monde ouvert. Alors, le monde ouvert est magnifique, le gameplay est cool, sauf que j'ai vraiment du mal actuellement à y jouer et à vouloir le finir, parce que, encore, j'en ai marre de voir un monde ouvert, effectivement, mais où la narration est un peu mise en arrière-plan. Alors, il y a certes des bonnes idées, mais c'est mal amené, c'est long. Le monde ouvert dessert la narration dans le sens où t'as l'impression que c'est rallongé et que du coup ça met un rythme pauvre au jeu. Et du coup, à force de vouloir plaire à tout le monde et à toucher à tout et n'importe quoi à travers le monde ouvert, tu finis par plus plaire à personne. Et c'est ça le problème actuellement. Et ça, c'est Hogwarts Legacy. Bon, en l'occurrence, il a l'air de plaire quand même au Hogwarts Legacy. En l'occurrence, tu finis par plus plaire à Timothée Delobel. Timothée Delobel, ouais, effectivement. Hogwarts Legacy, il plaît, mais oui, mais parce que en fait, mais moi, ça, je me dis, c'est que Hogwarts Legacy, il plaît. Et en vrai, parce qu'il y a des bonnes choses dans Hogwarts Legacy. Hein. Le gameplay est sympa, il y a des trucs, l'histoire est cool. Il y a des trucs cool et osés dans l'histoire qui m'intéressent. Il y a même des choix de quêtes secondaires qui sont excellents. Mais, en fait, tout ça est bouffé par le monde ouvert. C'est con, hein, mais c'est qui révolutionne rien, ce monde. C'est que c'est un monde ouvert pour être un monde ouvert. C'est un X Assassin's Creed, c'est un X Ubisoft, c'est un X... bon non, GTA c'est autre chose. GTA ça va. Mais c'est encore un autre truc en plus. Et s'il y avait... C'est un copie-colle. C'est un copie-colle, ouais. Et s'il n'y avait pas, j'allais dire, le vernis Harry Potter, effectivement, ça aurait été autre chose, quoi. Mais comme n'importe quoi d'autre. Et au-delà du monde ouvert, en vrai, bon, si on parle autre chose que du monde ouvert, bah, c'est un jeu qui sort du lot dans le sens où juste, en termes de temps, comme je disais, la quête de rentabilité du temps, enfin, 100 heures de jeu, effectivement, tu penses à ça, tu te dis, vas-y, je vais jouer 100 heures, j'aurai 100 heures d'aventure. Et effectivement, ça peut être le cas. Persona 5, 150 heures, Gucci, une masterclass. Or, tu peux aussi avoir 100 heures de jeu et au bout de 100 heures, te dire, ah bah, je me suis fait chier. J'ai terminé le jeu, mais je me suis fait chier. C'est con, hein, mais voilà. Et là, au moins, ce jeu a très bien compris que déjà, on n'a pas toujours le temps de jouer 100 heures à un jeu vidéo, malheureusement. Et que le soir, quand on rentre, on se dit pas, ah putain, ça fait un peu chier de jouer 3-4 heures pour me dire que j'aurai une histoire qui finira dans 60 heures. Ce jeu l'a très bien compris, ce jeu est unique, parce qu'il sort du lot, et pour moi, il fait partie des jeux indépendants qui m'ont foutu une claque, comme Undertale, etc. à l'époque. Et c'est un jeu à faire. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Eh ben, écoute, je crois qu'à la base, c'était à qui on le recommande, hein, quand même. Ouais, mais justement, c'était ça. T'as Mais, c'était totalement dérivé, mais mais en fait, c'est lié à ça. Parce que je disais, on parlait, tu sais, des joueurs Call of, etc., Dadadak et tout. Ouais. Et tout. En vrai, à qui je le recommande? Moi, personnellement, je le recommande littéralement à tout le monde, en fait. Même des gens qui jouent pas aux jeux vidéo, c'est ça qui est important. Des gens qui jouent pas aux jeux vidéo, vous trouvez votre compte parce que, comme on l'a dit, c'est pas un jeu. Enfin, c'est plus une expérience narrative qu'un jeu vidéo en lui-même. Du coup, faites-le comme si vous regardez une série ou un film, clairement, et il le mérite, quoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Au final, peut-être que les gens à qui je le déconseillerais le plus, c'est les mordus de FPS ou de jeux d'action qui n'arrivent pas à décrocher de ça, mais faites-le quand même parce que ça vous fera du bien. Ouais. Et mettez-le comme un film aussi. Même si c'est... Ouais. Même si c'est un personnage un petit peu archétypal, ouais. Un peu cliché, quoi, le personnage du joueur de Call of. Enfin voilà, ça fait du bien aussi parfois de se poser derrière un truc un peu plus calme et puis surtout qui développe une expérience aussi unique comme ça. Mais donc voilà, virtuellement, comme tu le dis, de par son accessibilité parce qu'il est gratuit, je le conseille à tout le monde. Et je crois que c'est le type de la chronique de France Inter qui a comparé ça à un recueil de nouvelles horrifiques ou fantastiques. Et je trouve que c'est une bonne manière de présenter le produit parce que ça s'en rapproche. Et puis même dans le format, au final, le jeu il se boucle en 2-3 heures. Donc c'est comme tu le dis, c'est comme se mettre derrière un film le soir. Tu commences à 20h, tu as fini à 23h et puis t'as de la matière ensuite à réfléchir.
derrière. Et puis comme c'est interactif, puisque c'est quand même un jeu, tu peux le refaire comme toi, tu l'as fait juste avant le podcast, pour essayer de mieux capter certains concepts, certaines parties de l'histoire, revenir sur certains passages. Donc écoute, comme toi, je le recommanderais à tout le monde. Et en particulier aux gens qui sont fans d'horreur existentielle. Est-ce que tu es familier avec ce concept ? Ah bah non, pas du tout. Non. Pas du tout ? Non. Parce que c'est un terme que j'ai vu revenir pas mal sur les tests américains notamment qui en parlaient. Je pense que c'est un thème qui est plus développé outre-Atlantique. L'horreur existentielle, c'est un concept avec lequel j'ai été familiarisé notamment avec ce jeu, qui est assez intéressant. C'est-à-dire que, à la base, tu sais ce que c'est ou pas l'existentialisme ? Oui, c'est le fait de dire que... c'est l'inverse de l'essentialisme, et le fait de dire que tu te construis au fur et à mesure de tes expériences et par l'empirisme, c'est ça ? Ouais, en gros, plus ou moins. Disons que c'est une philosophie qui parle, en gros, vraiment dans les grandes lignes, de l'existence humaine et du but de la vie, et qui part du principe que l'humain, c'est Sartre, je crois, qui a dit l'existence précède l'essence. Ouais. Et donc, en fait, tu construis ton essence à travers tes actes. Tu n'as pas une essence prédéfinie quand tu nais. Ouais, tu n'es pas soumis à la destinée, etc. Exactement. Et en fait, du coup, l'horreur existentielle... Alors, j'ai un peu passé tout l'après-midi avant le podcast à essayer de faire des distinctions parce que c'est très... c'est beaucoup les gens qui donnent leur propre définition en ligne et tout. Du coup, il n'y a pas vraiment une définition ultra établie. Mais c'est un mélange de deux trucs, en fait. Tu as parlé tout à l'heure de Lovecraft. Oui. Et de l'horreur Lovecraftienne. L'horreur Lovecraftienne, elle a un autre nom, c'est Cosmic Horror en anglais. Ouais, ça oui. Ouais, T'as déjà entendu parler de ce terme-là ? Oui, justement, pour décrire le fait qu'il y ait des entités un peu... un mélange, c'est ça, un peu un mélange entre la réalité, le côté métaphysique, religieux, mais tout en mélangeant avec ce côté extraterrestre et voire force supérieure, mais un peu mélangé. Et ça c'est assez atypique, hein, mais j'avais du mal à le définir comme ça, mais c'est un peu comme ça que j'ai compris le Cosmic Horror, en fait. Ouais, c'est ça. En gros, c'est vrai que c'est très difficile à définir. En gros, c'est cette idée que nous, en tant qu'humains, on est là, on est sur la Terre, et on pense presque inconsciemment tout savoir de l'univers, en tout cas de notre univers, du monde qu'on maîtrise. Et du coup, c'est cette idée qu'en réalité, tout ce qu'on connaît de l'univers, c'est qu'une infime partie, c'est que on effleure à peine la surface, et que la réalité, en fait, c'est que l'univers, il est potentiellement bien plus vaste, inconnu et dangereux que l'impression qu'on en a. Et c'est un petit peu cette idée qu'à partir du moment où on quitte le domaine de nos connaissances terrestres, tout ce qu'on sait, toutes les règles qu'on tient pour acquises s'évanouissent. Et donc, la Cosmic Horror, c'est un petit peu en fait cette espèce de forme de peur de l'inconnu qui va être du coup souvent chez Lovecraft représentée par des espèces d'énormes entités extraterrestres qui défient la logique finalement. Ou sous-marines, qui défient la logique. Et du coup, c'est un petit peu une sensation d'être face à une espèce de gouffre sans abîme qui est inexplicable en fait. Donc d'un côté, tu as cette Cosmic Horror, et de l'autre, tu as ce que moi j'appelle le sens premier de l'horreur existentielle, c'est-à-dire que à la base, pour la pensée existentialiste, vu que l'être humain est libre et forme son essence par rapport à ses propres actions, sa liberté absolue lui amène aussi à avoir des questions liées à son existence et au but que doit avoir son existence, au but de la vie humaine. Bon, on s'est tous déjà posé la question, c'est quoi le but de ma vie en gros, quoi. Et en fait, ces questions, elles font naître ce qu'on pourrait appeler l'horreur existentielle pour les existentialistes, c'est-à-dire une forme de crainte ou une forme d'anxiété face à l'absurdité même de la vie, au manque de sens qu'il y a dans le monde qui nous entoure, parce que l'espèce humaine, potentiellement, elle est née, elle est arrivée là, on ne sait pas pourquoi, et on ne le saura jamais, sans but en fait. Et donc, et en fait, c'est notre liberté, c'est nos choix qui vont guider et qui vont créer du sens.
une manière de résumer, alors ça c'est Wikipédia, une image qui résume assez bien l'horreur existentielle selon les existentialistes, c'est la sensation que tu peux avoir quand tu es au bord d'une falaise. Parce que tu regardes au fond de la falaise et tu as l'impression que tu es attiré dans le vide. Et tu vois cette espèce de sensation où tu as l'impression que tu vas sauter. Oui. Mhm. Tu as déjà ressenti ça? Bien sûr, ouais. En fait, eux, ils expliquent ça par le fait qu'on ressent non seulement l'expérience la peur de tomber, mais également la peur de la possibilité qu'on a de se jeter dans le vide. D'accord, je vois. Et c'est cette espèce de pensée de rien ne me retient de passer à l'acte. C'est en fait, tu ressens l'absence de prédétermination, soit à Ouais. te jeter, soit à rester immobile. Et que c'est toi qui as le choix finalement sur ton Exactement. action. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est toi qui tu es libre et libre du coup aussi d'agir de manière irrationnelle. Et donc, c'est cette peur en fait face à nous-mêmes, face à notre propre liberté qu'on ressent. D'accord. Et ça m'amène donc ces deux définitions combinées à ce que j'appellerais l'horreur existentielle 2.0, c'est-à-dire la manière dont on appelle horreur existentielle pour parler notamment de If on a Winter's Night for Travelers. C'est ce mélange entre la cosmic horror et l'horreur existentielle des philosophes. Donc que je base sur deux choses. C'est la première, le fait de ne pas pouvoir expliquer l'existence de l'homme sur Terre, et le fait qu'on est complètement seul et isolé dans l'expérience qu'on a de l'univers et de notre existence, et qu'on ait une liberté totale de choisir et d'assumer les conséquences de nos actes. Et l'autre partie de la définition, c'est le fait que on réalise que la réalité n'est pas ce qu'elle est vraiment, et que notre existence est régie par des forces qui nous dépassent, qui sont absurdes, mais que quoi qu'il arrive, au bout du chemin, c'est la mort, et la mort, elle a ce caractère inexorable et vide de sens comme tout le reste en fait. Donc ça, c'est plus à rattacher Lovecraft. Et enfin voilà, Ouais. pour moi, ce qui forme la peur vraiment, enfin voilà, j'ai essayé en fait de définir, parce que c'est défini, pardon, je crois que la catégorie dans laquelle est rangé If on a Winter's Night, c'est un jeu d'horreur. Mais c'est vraiment une peur extrêmement subtile et précise que les Américains appellent existential horror. Et voilà, je pense qu'elle est composée de ces deux éléments et qu'on peut ressentir à travers les différentes histoires qu'on explore dans If on a Winter's Night. C'est hyper intéressant. Voilà, j'ai fait mon petit exposé. Ouais, c'est mais hyper parce que- intéressant. C'est hyper parce intéressant. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Non mais j'allais dire, non mais je trouve ça hyper intéressant et en particulier si ce concept est, j'ai bien compris, plus diffusé aux États-Unis, c'est ça Bah, en tout cas, il y a plein. Disons que sur les tests ou sur les blogs de gens qui parlent du jeu, c'est un terme qui revient souvent. Ok. Et donc, il y a aussi quand les gens parlent de Lovecraft, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une définition très formée et très précise du terme. Chacun met un petit peu ce qu'il veut à sa sauce derrière. Et j'ai un petit peu essayé de dégager ces deux grandes lignes. Et moi-même aussi pour mettre des mots par rapport à l'expérience que j'ai eue en jouant au jeu. Parce que vraiment, là, en le refaisant notamment, je me suis dit, putain, je vois ce qu'on veut dire quand on dit que c'est un jeu d'horreur, mais c'est quand même, c'est une horreur très particulière en fait, quoi. C'est Ouais. pas, c'est pas des jumpscares, c'est pas des, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est même pas un thriller en soi, hein. C'est ça qui est ouf, c'est que ouais, oui, c'est pas l'horreur à la Scary non, Scary Movie, j'allais dire pas du tout. C'est pas l'horreur à la Insidious et tout. Oui, c'est ça. C'est C'est une forme d'horreur introspective où introspective, t'es mis face à ta propre existence à explorer, à essayer d'explorer ton subconscient et les monstres qui peuvent s'y cacher, et à finalement à réaliser que tu comprends pas grand chose au monde et que ce monde lui-même il est absurde en fait, quoi. Enfin voilà. Je pense qu'il faudrait affiner encore plus la définition. Mais en fait, moi, ça m'a fait penser. Bon, après, c'est totalement lié parce que si c'est grandement inspiré de Lovecraft et de Edgar Allan Poe, moi, ça me fait penser à des livres à la Stephen King, tu vois. Où, tu vois, genre, Ouais, la sensation totalement. quand tu lis un livre de Stephen King, c'est vraiment. De toute façon, l'absurdité est telle que, de toute façon, ce qui sort de la logique humaine, et c'est pour ça que la science n'a, entre guillemets, aucun sens à une certaine échelle, c'est que, quand tu sors totalement d'une logique. C'est pour ça là, ça rejoint pour le coup la cosmic horror. Là, c'est quand tu restes dans une logique qui te dépasse, tu deviens fou.
tu es dans la folie la plus totale et que ton existence est absurde parce que tes choix et ta liberté de choix n'a au final aucun sens puisque tu meurs à la fin. Et ça, ce sentiment qui est très difficile à déterminer et qui est même impossible exhaustivement à définir. Ça, ce sentiment, tu vois, je l'ai eu exactement quand tu regardes soit des œuvres inspirées des œuvres de Stephen King, donc Stranger Things, c'est la plus connue par exemple, mais ça, tu vois, t'as ce petit sentiment aussi d'horreur, enfin, même si c'est différent du jeu qu'on est en train de parler, mais t'as cette petite fibre qui revient. Et un roman de Stephen King, c'est vraiment. En fait, j'ai un peu. Je dirais pas que c'était la même chose, mais en termes d'émotion, j'étais un peu dans la même nuance, quoi, dans la même échelle. Ouais. Ouais. Donc, ouais, je vois, et ça, c'est. Ouais, ça donne le vertige. Ouais, ça donne le... ça, on peut le lire, ça donne le vertige. Et donc, voilà, s'il y a des gens qui sont sensibles à ce type d'horreur, en tout cas, donc qu'on appelle l'horreur existentielle, je leur conseille en priorité ce jeu-là. Que vous soyez gamer ou non, foncez-y, vous passerez un bon moment. C'est ça. Bah oui, que vous soyez gamer ou non, et ça, il faut vraiment le souligner parce que faut vraiment, enfin, ceux qui nous écoutent et qui jouent pas aux jeux vidéo, faut vraiment ce jeu, faut pas être dans le cliché du gars qui sont devant le PC avec la manette à jouer à Call of ou à jouer à des RPG et tout, hein. Enfin, c'est pas ça. On parle d'un jeu vidéo, mais en vrai, on aurait pu très bien dire que c'était un film, ça vous aurait pas forcément choqué, quoi. Donc, je le répète, Ouais. jouez-y, même si vous n'êtes pas gamer. Ouais. Ah si, il y a une personne, il y a une catégorie de personnes à qui on peut le décommander. Si. Vas-y. Bah, si vous maîtrisez pas l'anglais, mais pas du tout. Ah oui, bien vu. Bah, Effectivement. malheureusement, le jeu, enfin malheureusement, bon, c'est comme ça. Mais le jeu n'est pas en français. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un anglais parfois un peu littéraire aussi, d'ailleurs. Oui, avec des mots parfois compliqués. Avec des mots parfois compliqués, donc faut avoir un minimum de niveau en anglais quand même pour pouvoir apprécier le jeu, ouais. Sinon, effectivement, si vous parlez pas du tout anglais, là, dommage, mais bon. Il reste plus qu'à espérer qu'il y ait des gens aussi bénévoles que les deux développeurs qui fassent des traductions. Ouais. On peut l'espérer, donc ouais. oui, voilà. Petit bémol effectivement pour le côté recommandation, mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, le jeu est gratuit, donc voilà, on n'a pas le droit de se plaindre. on prend ce qu'il propose. Hein. Ok mon gars, est-ce que t'as dit tout ce que t'avais à dire sur If on the Winter's Night ? J'ai dit totalement tout ce que j'avais à dire, voilà. Ouais. Est-ce que j'ai bien fait de te le recommander ? Je crois que tu c'est as une bien question, fait de me... t'as raison de reposer la question, mais tu as bien fait de me recommander. C'est un excellent jeu et merci beaucoup mon Jules pour cette en tout petite cas, je suis reco. vraiment content que t'aies pris ton pied parce que j'étais vraiment dans l'incertitude, parce qu'en plus on en a vraiment absolument pas parlé jusqu'au début du podcast. Et comme c'est quand même très particulier comme jeu, je me suis dit mais ça se trouve il va s'emmerder. C'est un point and click, ça se trouve il va, enfin voilà, ça va le faire chier. Il va se dire ouais, c'est juste bizarre et complexe pour rien, tu vois. Parce qu'encore une fois, c'est un style d'horreur très compliqué, enfin pas très compliqué, très particulier. Ouais. Et donc, je je pense qu'il y a des gens, qui décrocheront forcément. Il y a des gens qui décrocheront, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment Et pas. on leur en veut pas. Ouais, on leur en voudra pas, hein, mais c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment. Moi, je me suis. Enfin, c'est pour ça que je me suis mis vraiment en tête que c'était pas un jeu vidéo. Enfin, et ça, et je pense, si tu t'attends à un truc où tu vas avoir ta dopamine, effectivement, où tu vas faire piou 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 piou, etc., tu vas genre avoir de la musique, etc., enfin, des trucs, voilà, ce qui est tout aussi plaisant dans un jeu vidéo, quand c'est bien fait, c'est trop cool, mais faut pas s'attendre à ça, quoi, et non, ça m'a bien plu parce que, enfin, je l'ai envisagé pas comme tel, aussi, c'était pas un jeu vidéo, tu vois, dans ma tête, quand je le faisais, comme je te dis, je bouffais en même temps souvent, du coup, je l'ai vraiment envisagé ça comme une expérience plus, enfin, narrative plus qu'un jeu, ouais. Et ouais, parce qu'effectivement, si tu t'attends à un jeu, bah ouais, tu peux décrocher facilement, ouais. Facilement. Mais en fait, comme... Et je pense que expérience narrative, ça résume bien le truc, le genre, contenu. le contenu, ouais. Mais ouais. Mais bon, non, vraiment, non, j'ai bien kiffé et ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on se lance sur le prochain sujet ?
Est-ce qu'on fait le jeu des 3 mots Pour le mois de juin. pour le mois de juin, ouais. Est-ce qu'on fait le jeu des 3 mots ou est-ce qu'on essaie de le résumer comme on a fait un peu pour les quelques épisodes Alors, perso, je pense qu'il y a un moyen plus simple de le teaser sans dire ce que c'est, et c'est la raison pour laquelle on l'a choisi. Ah oui, totalement. C'est qu'il y a un prochaine... Comment le dire sans trop quand même... Il y a une grosse sortie. Ouais, il y a juin. il y a une grosse sortie en juin qui est fortement attendue par la communauté de gamers d'une saga. Oui, ça reste un jeu pour le coup. Oui, ça on reste enchaîne un les jeux là. Ça reste un jeu, ouais. Mais totalement différent. Mais voilà, il y a un jeu en juin qui va sortir d'une saga assez connue. Et on va faire sans doute... Enfin non, mais pas sans doute. On va faire un jeu de cette saga. Tu l'as dit avec une voix tellement blasée, mon gars. Ah ouais, non, mais j'avais pas quoi dire d'autre. Tu vois, j'étais en mode, comment le dire sans spoiler voilà. C'est vrai. Voilà, on va s'attaquer à un gros pavé. Sauf qu'en Le vrai, mois si, prochain. pour brouiller les pistes, on peut dire qu'aussi il y a un film sur ce jeu en question et qu'il y a une série d'animation. C'est vrai. Alors, je peux pas te promettre de regarder ça parce que déjà, je vais me retaper le jeu, ça va être très long. Même si j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était probablement la meilleure partie du jeu, c'est le film en fait. Bah oui, on aurait bien aimé le voir à l'écran, quoi. Bref, on en reparlera, tu vois. Mais oui, On en reparlera. On en reparlera, mais c'est chiant, quoi. Genre, putain, 15 ans, enfin, des années de développement. Il aurait pu être génial ce jeu. Bref, on en reparlera. Bon, vous avez compris en tout cas, chers auditeurs, qu'on va pas forcément parler que en bien de ce jeu, malgré le fait qu'on essaiera de vous le recommander quand même, on verra. Ah, parce que oui, Euh, quand même. Mais ça part pas très bien. Voilà. Et ben mon team, merci beaucoup pour cette nouvelle reco d'aujourd'hui. Encore une fois, je suis vraiment ravi que le jeu t'ait plu, mon gars. Mais pareil, gros, merci pour cette reco, merci pour la découverte, ça fait plaisir. Et puis bah écoute, on se retrouve le mois prochain, pour bitcher un petit peu sur le prochain jeu du comptoir des recos.